Bonjour à tous, merci d'être là pour ce 5e cours, en quête de sens. Au programme aujourd'hui, on va d'abord faire un récapitulatif, parce que ça faisait quand même beaucoup, on a vu beaucoup de choses sur 4 cours, donc on va essayer de tout mettre ensemble. Et alors on va poser les grandes questions maintenant philosophiques. Donc aux origines, au commencement était quoi? Et alors faire le pont, vraiment passer au-delà du matérialisme. Alors qu'est-ce qu'il y a au-delà? Se poser des grandes questions philosophiques sur l'existence, la non-existence, le libre arbitre, la conscience. Application pratique, on avait parlé du masculin, du féminin au tout premier cours, donc je vais aborder ça aussi. Et la vie, émergence et caractéristiques. Voilà. Mais d'abord un récapitulatif, alors c'est tout petit, mais bon, je vais y aller petit à petit. Donc on a d'abord vu l'importance des paradigmes. Donc c'est le fait de voir le monde d'une certaine manière fait que vos priorités, le sens de vos priorités et votre expérience sont limités à ce paradigme-là. Par exemple, si vous êtes persuadé que la Terre est plate, vous ne viendrez jamais à l'idée de commencer à aller naviguer au milieu des océans, vous vous dites je vais tomber, vous n'allez pas risquer votre vie bêtement entre guillemets. Et donc il faut d'abord opérer ce changement de paradigme, de se dire peut-être qu'en fait elle n'est pas plate, peut-être qu'elle est ronde, et alors là vous vous dites ok, j'y vais. Ensuite, le principe d'évolution s'applique aussi au paradigme. Donc on pense qu'en fait on a à chaque fois la bonne vision du monde, on a tout compris à la réalité, mais il n'y a pas de raison, tout évolue, que ce soit les corps biologiques, ça on le sait, mais notre vision du monde aussi. Et bien comprendre que la vérité est instrumentale à l'expérience. Ça veut dire que finalement, vous expérimentez ce que vous croyez surtout, et donc c'est important de choisir sa vérité ou ses croyances en fonction de ce qu'on veut vivre. Sinon, c'est un peu mettre les choses à l'envers. Vous voyez ? Donc, on a l'animisme, polythéisme, monothéisme, matérialisme. Et maintenant, on va essayer d'aborder une vision plus large, ce qu'on peut mettre sous le terme spiritualité, même si ça regroupe beaucoup de choses. Et ça a une connotation très religieuse, donc j'aime pas trop ça non plus. Mais malheureusement, il n'y a pas vraiment d'autres termes vraiment pour désigner cette espèce de vision plus large dans laquelle le matérialisme est une composante, mais pas la totalité des choses. Et donc c'est plutôt cette question de se relier à quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende, avec cette idée de poupée russe, imbriquer les unes dans les autres. L'approche du cours, c'est de se dire, et si tout avait un sens déjà à la base, et à partir de là, essayons de voir quel sens on peut donner aux choses. Si tout a un sens, quel sens peut-on trouver? Et c'est un sens qui est au-delà du jugement, bien, mal, etc. Et donc c'est à partir du moment où vous essayez de cesser de juger que vous pouvez accéder à une vérité qui est un peu plus neutre quelque part, où il n'y a plus des gentils et des méchants, mais où il y a quand même des choses à aller toucher. Pour donner un sens au monde, aller chercher à l'intérieur, et ça c'était aussi une approche du cours, c'est de se dire le sens que l'on donne au monde, peut-être qu'il provient de l'intérieur, c'est-à-dire entre autres, la façon dont nos organes et les cellules et tout ça fonctionnent, la façon dont on s'est développé, on a grandi dans le ventre de notre mère et après au sein d'une famille, c'est-à-dire des expériences qui sont universelles à tous les êtres humains et qui sont comme une espèce de fondation inconsciente sur laquelle vous allez après pouvoir bâtir et construire des choses, même si ça se distord un peu à cause des concepts, des idées, de la polarité, bien, mal, etc. Mais que finalement, pour donner un sens au monde, c'est bien d'aller chercher à l'intérieur pour aller toucher la racine quelque part d'une expérience ou de ce qu'on est en train de vivre. Une des manières de voir ça, c'est la philosophie Holon. Donc l'univers se structure en parties qui s'assemblent pour former un tout, qui sera lui-même une partie d'un tout plus grand. Et donc là, il y a l'importance de l'harmonie, trouver l'harmonie, c'est-à-dire que pour pouvoir avoir l'émergence des molécules, il faut que les atomes soient stables. Pour qu'il y ait l'émergence de la vie, il faut que les molécules soient stables. Donc, il faut vraiment, c'est un truc qui se construit comme ça, étape par étape. Mais si les éléments à l'intérieur de ces composantes sont instables, forcément, vous ne pouvez pas passer à la structure, entre guillemets, plus complexe ou supérieure. Et donc, évidemment, si on continue à se faire la guerre et qu'il n'y a pas d'harmonie entre les humains, vous ne pouvez pas non plus passer à ce qui pourrait nous dépasser. Voilà. Bonjour. Alors donc ici c'était aussi de considérer à partir de tous ces éléments chaque être humain comme étant une cellule dans le corps d'un être qui le dépasse, ou même plus symboliquement une planète qui s'éveille à la conscience, et l'inspiration pour notre développement extérieur, et donc c'est ce que je venais de dire, donc le fonctionnement de notre corps, la gestation dans le ventre, notre développement psychique au niveau de notre famille. Et ensuite, ce qu'on a essayé de faire, c'est à travers tout ça,
on a essayé d'appliquer un décodage symbolique de notre développement et des événements qu'on a vécu, donc que ce soit pourquoi le système financier est comme il est, pourquoi est-ce qu'Internet est là, etc., l'intelligence artificielle et d'autres, et des événements aussi, coronavirus, changement climatique, pour permettre de trouver du sens et d'apaiser les peurs face à l'avenir, donc voir les événements comme quelque chose qu'on s'auto-inflige quelque part pour nous faire évoluer, transcender des schémas ou visions du monde qui ne fonctionnent plus. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus vraiment de jugement, il y a juste essayer d'épouser ce mouvement et cette évolution. Ça va? C'est assez bien résumé et mis ensemble, ça va? Vous voyez un peu comment on a agencé ça dans les 4 derniers cours. Voilà. Alors, donc pour l'instant, on a quand même surtout parlé d'une vision qui est circonscrite à la vie, à l'humain, à la planète. Et maintenant, on va peut-être ouvrir et essayer de voir une vision plus universelle. Reste à répondre au grand pourquoi, l'origine de l'existence, la conscience, quid de Dieu. Hein. C'est quoi le but ultime, au-delà de tout ce qui est individuation ou juste survie de l'humanité, puisque la vie, c'est juste, voilà, on a cette pulsion de vie, on veut essayer de survivre, mais l'être humain est un petit peu au-delà de ça, il y a quand même des buts que l'on poursuit qui ne sont pas seulement de la survie. Et d'ailleurs, quand c'est que de la survie, bah, c'est souvent mal posé, quoi, puisque on ne se contente plus de ça en tant qu'humain. Et alors évidemment, comment réconcilier donc, la vision scientifique avec une vision plus large, plus spirituelle. Alors, au-delà de Newton, attention, donc Newton, je vous avais expliqué qu'il était le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'il a fait autant d'ouvrages religieux que d'ouvrages considérés comme scientifiques, donc il a fait autant de religion que de maths, et donc il était entre une vision matérialiste et plus religieuse, on va dire, de la réalité. Et ici, on va faire l'exercice d'aller jusque tout au bout du pont de fourmi, hein, de basculer de faire vraiment ce basculement, puisque pour l'instant, on a quand même juste eu cette espèce d'intuition de se dire que finalement, ben, c'est un peu comme l'ADN, quoi. Vous avez de l'information intérieure qui vous dit comment vous agencez à l'extérieur, et puis ça explique beaucoup de choses, c'était très chouette, mais ça reste circonscrit. Qu'est-ce qu'il y a au-delà? Voilà. Donc attention, ça décoiffe. Comme si vous n'étiez pas encore assez décoiffé. Mais voilà. Donc la philosophie, je vous rappelle, hein, c'est cette idée que quand on va commencer à toucher à ces questions vraiment très très larges, essayer de toucher comme ça par différents endroits la même chose, c'est un exercice que je vais faire assez fréquemment parce que malheureusement, on est obligé de communiquer avec des mots, avec des concepts qu'on a hérités d'autres humains qui les ont créés. Et pour parler des choses qui nous dépassent, ben, c'est compliqué, quoi. D'ailleurs, il y a énormément de dictons comme ça hein, qui nous viennent de plein de philosophies, notamment orientales. Le Dao qui peut être prononcé n'est pas le vrai Dao. Donc c'est vraiment cette idée où vous ne pouvez pas représenter Dieu ou le peindre, c'est interdit parce qu'en fait, de toute façon, vous n'êtes pas équipé pour le faire quelque part. Donc il y a plein de philosophies qui montrent que pour aller commencer à parler de concepts vraiment très très larges qui nous dépassent, les mots, le langage reste limité et donc on va devoir adopter cette approche où on va essayer de le toucher par plein de différents biais. Alors, on va prendre un peu de profondeur ontologique. Donc l'ontologie, c'est le domaine philosophique qui se concentre sur l'étude de l'être, autrement dit, se pencher sur la nature réelle de ce qui nous entoure et du sens de la vie. La grande question, c'est évidemment au début, il y avait quoi? Quelle est la nature de la réalité? Ce sont donc des grandes questions philosophiques. Et ici, on va partir donc d'un courant philosophique qui commence à reprendre de l'ampleur, c'est de se dire, aux origines, il y avait la conscience. Ce n'est pas la matière, mais la conscience. Alors, dans les courants philosophiques, on a l'idéalisme, subjectif, objectif, transcendantal. Je ne vais pas m'attarder non plus sur les différentes variantes, mais on a celui qui est objectif, c'est plutôt Platon, Hegel. Celui qui est subjectif, c'est Berkeley, par exemple. Ou encore l'idéalisme transcendantal, c'est Kant. Le panpsychisme, c'est aussi cette idée que finalement tout est conscience. Le solipsisme, ça c'est une variante pour dire que finalement il n'y a que son monde intérieur, il n'y a pas de réalité extérieure. Et dans le bouddhisme évidemment, et l'Advaita Vedanta, c'est des traditions hindoues qui aussi se basent sur le fait qu'au début il y a la conscience et puis ensuite on peut construire des choses par-dessus. D'accord? Alors, on va d'abord faire une petite expérience de pensée. Je vais vous demander de fermer les yeux. Voilà, fermez les yeux. Et je vais vous demander d'imaginer une girafe rose.
Une girafe rose. Est-ce que vous la voyez? Oui. Combien de temps ça vous a mis pour l'imaginer? Rien. Rien, c'était instantané. Ouais. D'accord? Donc en fait, le véritable miracle pour la conscience, c'est d'arriver à se fixer des limites à son infinitude et à faire l'expérience progressive du dépassement de ces mêmes limites. Parce que finalement, et c'est ça ce que je reproche un peu souvent à toutes les personnes qui partent du principe que la conscience est à l'origine, c'est qu'elles n'ont pas fait cette transition du pont de fourmi, c'est qu'elles sont un peu comme Newton, un peu entre les deux. Il n'y a aucune raison que la conscience soit limitée. Aucune. C'est-à-dire que son imagination, sa vitesse, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, elle peut faire ce qu'elle veut. Son problème à elle, c'est justement pourquoi est-ce qu'elle ferait une chose en particulier? Pourquoi est-ce qu'elle penserait à une chose en particulier? Et comment faire en sorte qu'elle puisse voir cette espèce de déroulement de ce qu'elle pense petit à petit plutôt que de vivre l'instantanéité, quoi. Ok? Maintenant, essayez d'imaginer par exemple chaque étape pour réellement expérimenter dans la matière la girafe rose. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire quand vous fermez les yeux et vous essayez d'imaginer chaque étape pour que vous puissiez expérimenter cette girafe rose, c'est par exemple, vous devez vous lever de votre chaise, descendre des escaliers, aller prendre le métro, aller au bricot, chercher de la peinture rose, aller à Peridaisa, grimper dans le haut clos des girafes avec une échelle et peindre la girafe en rose. Honnêtement, on est encore là demain. Hein, et vous verrez que votre cerveau, il voudra pas. Il voudra sauter les étapes, il voudra aller à l'avant, Donc voilà. Et ce qui est vraiment magique, la véritable magie, c'est que vous allez au bricot et vous pouvez changer d'avis. C'est-à-dire que vous pouvez dire, ben non, finalement, je vais prendre la verte. Je vais la peindre en vert, la girafe. D'accord? Quand je vous ai demandé d'imaginer la girafe rose, à aucun moment vous aviez le temps nécessaire pour vous dire, ah non, j'ai changé d'avis. Ok? Et donc, c'est ça la véritable magie, c'est de se mettre des limites pour ralentir sa pensée, la décomposer au maximum. Et donc la vie, si vous voulez, une des manières de voir la vie, c'est que c'est comme un mécanisme inconscient pour ralentir le temps et la pensée. Et l'humanité est le mécanisme conscient de ralentissement de la pensée. Parce que nous, on a cette espèce de vision de deuxième degré, quoi. On peut s'observer en train de faire quelque chose. D'accord? Et donc ce qui est magique, c'est qu'à notre vitesse, nous sommes capables de modifier la pensée en cours de création. Et donc ça, c'est incroyable. C'est pour ça, en fait, finalement, que cette expérience-ci est tellement incroyable, et que voilà, on nous dit dans les textes sacrés, par exemple, que le libre arbitre c'est un cadeau, etc., que c'est sacré. C'est parce qu'en fait, c'est ça le miracle pour la conscience. C'est plutôt de voir les choses complètement à l'envers. C'est plutôt de se dire que l'univers est limité, plutôt de se dire qu'il est illimité. Et donc, l'expérience la plus incroyable, c'est de se fixer des limites artificielles, parce que c'est incroyable. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple pour se donner des limites Des limites, maintenant, on en a. Hein. C'est-à-dire qu'on a le temps linéaire, on peut plus aller dans le passé, le futur, il n'est pas encore là. Ah, elles sont d'office là. Donc voilà, la vie, mais ça, on va le voir après dans le cours, hein, c'est vraiment, la vie, c'est peut-être le point de focal, quoi. C'est vraiment, moi j'appelle ça le pont entre le monde de l'existence et de l'expérience. Mais voilà. Oui. Alors, un philosophe que j'aime beaucoup, même si lui il n'a pas aussi été tout au bout du pont de fourmi, selon moi, c'est Bernard de Kastrup qui a énormément écrit en fait sur le matérialisme et la conscience comme étant fondamentale. Donc ici j'ai pas mal de citations de lui. Hein. Donc, le scientisme aujourd'hui fait ce que l'Église faisait au XVe siècle. Il force la théorie à se conformer à une métaphysique prédéterminée. Donc oui, c'est ça, c'est qu'on a une vision du monde, on part du principe que c'est le matérialisme, et on surimprime ça sur toute la réalité, on dit tout fonctionne comme ça, tout comme finalement l'Église au XVe siècle superposait sa vision monothéiste sur tout ce qui se passait à ce moment-là. L'hypothèse que je soumets est que la fonction du cerveau est de localiser la conscience, en la rattachant au point de référence de l'espace-temps impliqué par le corps physique. Alors, ici, c'est vraiment, je vais peut-être le réinterpréter un peu, mais de se dire que le cerveau ne produit pas la conscience, c'est quelque chose qui capte la conscience, comme un poste radio quelque part. Vous allez faire comme ça, avec votre poste radio, vous allez essayer de capter les fréquences, et puis en fonction de la fréquence que vous allez capter, il y aura quelqu'un qui va parler ou quelque chose qui va se passer. Mais le poste radio lui-même ne produit pas la conscience, vous voyez ? Il la capte.
Et il la module, on va dire. Il peut la moduler. Donc ça ne sert à rien d'aller chercher, démonter le poste radio pour voir s'il y a quelqu'un dedans, quoi. Par contre, c'est vrai que si le poste radio est endommagé, vous ne pouvez plus capter la conscience. Donc ça c'est vrai. Donc si jamais, je sais pas, vous avez un dommage, vous endommagez le cerveau, clairement il y aura des impacts sur votre façon d'être conscient. Les expériences particulières, c'est-à-dire les contenus particuliers de l'esprit, ne sont que l'esprit en mouvement. Alors ici aussi un autre, donc dans un sens important, ce que dit Jung, c'est que notre réalité physique et éveillée est également susceptible d'une interprétation symbolique, tout comme nos rêves. Le monde extérieur transmet aussi des significations à travers des expressions symboliques, comme s'il s'agissait du rêve d'une conscience plus grande et plus globale. Alors ça, c'est rattaché directement à ce qu'on a vu au cours. Moi, j'ai fait ces décodages symboliques de la réalité. C'est-à-dire que j'ai regardé la réalité et tous les événements qu'on a vécus comme si, voilà, il y avait une raison ou un sens plus profond, symbolique à ce qui nous arrivait. Et donc, c'est ce que dit Bernardo aussi. Un livre que je conseille, Pourquoi le matérialisme est absurde, par exemple, de Bernardo Kastrup, où il donne tous les arguments que je ne vais pas détailler maintenant pour expliquer en quoi une vision matérialiste est clairement réductrice pour expliquer l'expérience que l'on fait actuellement dans notre réalité. Alors, il y a quelque chose de pérenne dans l'idée que toute vision littérale de la nature, lorsqu'elle est poussée à ses ramifications ultimes, se détruit de l'intérieur. C'est comme si chaque modèle littéral portait en lui les germes de sa propre falsification, comme si la nature résistait à toute tentative de la limiter ou de la confiner. Quoi que nous disions d'elle, qu'elle est, elle montre qu'elle ne l'est pas. Et quoi que nous disions qu'elle n'est pas, elle montre qu'elle pourrait bien l'être. Ce sont des mécanismes intégrés de croissance et de renouveau dans la nature que nous ignorons à nos risques et périls. La nature est aussi fluide et insaisissable qu'une pensée. En effet, elle est une pensée composite et insondable dans laquelle nous vivons et à laquelle nous contribuons. Le monde est un rêve partagé. Dans celui-ci, comme dans un rêve ordinaire, le rêveur est lui-même le sujet et l'objet, l'observateur et l'observé. Donc, beaucoup de choses à décoder ici dans cette citation. Mais une des choses à souligner, c'est la limitation d'une certaine vision du monde. C'est ce qu'il explique. Il dit que finalement, peu importe, dès que vous essayez de dire que la nature est ceci, en fait, elle va vous dire, oui, peut-être jusqu'à un certain point, et puis ensuite, c'est une boîte, il faut la dépasser. Comme ces cavernes de Platon, imbriquées les unes dans les autres. Okay. Ensuite, la réalité relationnelle, hein, donc dans laquelle on est chacun dedans et on participe à l'intérieur. Et donc voilà, le principe de cette nature comme étant quelque chose qui évolue, qui est infini et qui pousse à l'infini. Le sens de la vie est un retour progressif à un état de conscience unifié et illimité, enrichi par la compréhension et la conscience de soi accumulée durant l'expérience matérielle à travers les récepteurs de la conscience. Donc encore une fois, ça c'est une façon de se dire, il y a un processus, c'est la conscience qui est juste en train de redevenir ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire unifiée et totale. Ok, ça va pour Bernardo? Je vous laisserai découvrir. Il parle beaucoup en anglais parce que voilà, c'est un chercheur néerlandophone à la base. Il est basé aux Pays-Bas, mais il y a quelques-uns de ses ouvrages qui sont en français et donc je pourrais vraiment vous le conseiller. Alors, si on prend la vision matérialiste aux origines, on a cette histoire de Big Bang. Et avant le Big Bang, on se dit qu'est-ce qu'il y avait avant? Alors on ne sait pas trop. Là, il y a plein de théories différentes. Il y a la soupe de vide quantique, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de vide qui est en tension, et à partir de cette tension, pouf, à un moment donné, ça explose. Ou alors le Big Bang, c'est-à dire qu'il y avait un univers avant nous qui s'est condensé, compressé, etc., puis qui a réexplosé. Puis vous avez la théorie du multivers aussi, c'est qu'en fait, finalement, nous ne sommes qu'un seul univers parmi plein d'autres univers. Et donc on a toujours ce problème de l'origine des choses, où on essaie toujours d'essayer de dire, mais oui, mais qu'est-ce qu'il y avait? Ok, avant le Big Bang, il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas d'espace, mais ok, alors, comment on fait? Et avant, exactement, c'est la question. Et donc moi, ce que j'aime faire, c'est remonter à une origine, à un terme ou à un concept qui pour moi est le plus fondamental quand on parle d'origine, c'est le concept d'existence. Et donc, qu'est-ce qui précède toute origine? C'est l'existence même. C'est-à-dire que même l'espèce de vide quantique ou tout ça, c'est à l'intérieur de l'existence, quelque part. C'est ce qui existe. Les anciens Grecs, déjà, avaient beaucoup réfléchi à cette question de l'existence et de la non-existence.
Pour Parménide, par exemple, l'existence c'est quelque chose d'éternel qui a toujours été là, et la non-existence n'existe pas. Alors, encore une fois, c'est un problème, parce que vous posez que quelque chose existe depuis toujours, mais toujours c'est difficile pour un humain de se dire ok, mais qui a créé l'existence alors, voyez? Et moi, ce que j'aime faire, c'est souligner le paradoxe qu'il y a entre le terme de non-existence et d'existence. Parce qu'en fait, si vous les assemblez, vous pourriez vous dire que il y a l'impossibilité de l'inexistence de la non-existence. C'est-à-dire que s'il y a bien quelque chose qui ne peut pas ne pas exister, c'est bien la non-existence quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Ok? Eh oui. Mais sauf que une fois que la non-existence existe, l'existence existe aussi. Et donc c'est un rapport qui est paradoxal, certains pourraient dire contradictoire, mais ce qui est entre guillemets pratique dans la façon de voir cette chose-là, c'est que c'est un paradoxe qui est éternel et qui est autocréé. Il n'y a pas besoin d'un créateur pour ça. Voyez ? Le fait que la non-existence ne peut pas ne pas exister, voilà, il n'y a pas besoin de quelqu'un pour dire que c'est comme ça. D'accord ? Et donc c'est quelque chose qui est autocréé, il n'y a pas de volonté derrière. Et c'est bien ça aussi le problème souvent quand on parle de création, c'est qu'on pense qu'il y avait quelqu'un qui a dit « moi j'ai décidé, paf, je crée la terre, paf, je crée ceci », hein, comme on a dans la Bible, quoi. Mais c'est toujours cette question d'intention et de volonté. Parce qu'en tant qu'humain, on ne peut pas imaginer que quelque chose soit créé sans qu'il y ait une volonté derrière, ou un être qui a décidé de. Ici, personne ne décide, c'est juste quelque chose qui est là et qui s'autocrée et qui est éternel parce que ce paradoxe existera toujours. Okay ? Et donc, le postulat de départ important, par contre, que moi je fais, et que pas beaucoup font, c'est qu'il n'y a pas d'existence sans conscience. C'est que la conscience arrive en même temps que l'existence. La conscience est directement rattachée à l'existence, à son essence même, et représente la capacité à ressentir, à être conscient de son existence en tant que tel, le sentiment d'exister. Okay ? Donc il y a un sentiment derrière le fait d'exister. Une sensation. J'existe. D'accord ? Et c'est de nouveau, on peut faire cette expérience de pensée où on met votre cerveau dans une cuve, on les coupe de tous les sens, il n'y a plus rien, il est alimenté, mais il n'y a plus de feedback. Qu'est-ce qui vous reste ? Il vous reste peut-être juste cette sensation. Peut-être juste cette sensation de je sais que j'existe. Je ne sais pas en tant que quoi, je ne sais pas ce que je dois ressentir, je ne sais pas qui je suis, je sais juste que j'existe. Ok ? Alors, est-ce que ça va ? Parce que c'est... Ouais, ok. Alors, une question à s'intéresser, très intéressante, c'est de se dire comment est-ce que la conscience est distribuée au sein de l'existence ? Qu'est-ce que ça veut dire distribuer ? En tant qu'humain, là maintenant, vous avez conscience d'être là, mais vous ne faites pas attention à tout de façon totalement équilibrée et symétrique. Ok ? J'espère, normalement, que vous faites plus attention à moi qu'à la chaise, ou à la porte, ou à ce qui se passe dehors. Donc votre conscience n'est pas distribuée de façon équitable. Mais sur quoi se porte l'attention d'une conscience qui existe, juste ? Comment est-elle répartie ? Et en fait, il n'y a juste aucune raison qu'elle soit répartie inéquitablement. Vous voyez ? Qu'elle soit distribuée de façon inéquitable. Il n'y a rien sur laquelle elle puisse se concentrer plus ou moins. Et si vous essayez de représenter cette distribution symétrique, on va dire, de la conscience, donc de l'attention que l'on porte à soi-même, si vous voulez, il n'y a que le cercle. Parce que le cercle est parfaitement symétrique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun point, si vous voulez, si vous essayez d'agrandir votre champ de conscience de façon symétrique, où il va à la fois de façon symétrique par là, il n'y a que le cercle. D'accord ? Et donc, c'est comme si ce cercle, c'est comme s'il naissait à l'intérieur de cette conscience. C'est comme si, une fois qu'elle a cette attention prend la forme d'un cercle, mais un cercle, après, évidemment, on parle ici en dimension, donc c'est compliqué. Là, je vous parle, un cercle, c'est en 2 dimensions. Il n'y a aucune raison qu'une conscience soit limitée à 2 dimensions, mais restons-en là. C'est juste pour se dire que certaines formes géométriques qu'on se dit, mais pourquoi est-ce que le cercle même existe ? C'est en vertu de ce mécanisme-là.
Donc de se dire, si vous essayez de distribuer équitablement et de façon symétrique la conscience de soi, vous ne pouvez le faire qu'à travers ce genre de forme. Et donc, la conscience, qu'est-ce que c'est à la base? C'est cet observateur ou témoin universel et neutre. Donc, c'est ce qui regarde à travers vos yeux, on va dire comme ça. D'accord? Et ce qui regarde à travers vos yeux, quand vous faites vraiment attention à ça, vous vous rendez compte qu'il n'a pas de qualité concrète. C'est pas comme si il était en colère, il était triste. C'est un contenant universel dans lequel apparaissent des sensations, des émotions, des expériences. Mais sinon, cette sensation d'exister, d'être là et d'être conscient, c'est un réceptacle universel et vide, quelque part, qui n'a pas de caractéristiques. Enfin, s'il a une caractéristique, mais vous verrez laquelle un peu plus tard, mais pas de celle que l'on croit, c'est-à-dire que c'est pas il a froid ou il a chaud, c'est des choses qui apparaissent à l'intérieur de ce témoin qui observe en fait que ça c'est en train d'arriver. Ok ? Alors ici une citation de Blaise Pascal qui souligne un peu ce genre d'idée. Dieu est une sphère infinie dont le centre est partout et la circonférence nulle part. C'est quoi la circonférence d'une sphère? Alors ça, on va demander à Blaise Pascal. À mon avis, oui, c'est toutes les circonférences, on va dire, toutes les circonférences. Mais donc, une façon poétique peut-être de parler de ce fait que, voilà, il y a cette forme-là, la conscience a une forme. Ensuite, quelle est la taille de cette sphère d'attention, de conscience de soi? Et encore une fois, de nouveau, règle nombre pi vous indique bien qu'il n'y a pas de limitation de taille pour une conscience qui est là et qui existe et qui est infinie, quoi. Okay? Et la magie du nombre pi, c'est que le nombre pi est infini aussi. Vous pouvez y aller un peu plus continuer. Et donc le cercle, vous pouvez l'agrandir à l'infini, le rapetisser à l'infini, peu importe en fait. Et de toute façon, en plus, quand vous n'avez pas de référentiel extérieur, la taille de ce cercle n'a pas d'importance quelque part. Okay? Et alors, là c'est un espèce d'exercice de l'esprit que je me suis imaginé. C'est le premier jeu de cette conscience infinie avec elle-même. Donc imaginez-vous que vous êtes un cercle, vous vous étendez à l'infini, ok? Et vous allez toujours plus loin. À un moment donné, imaginez que vous n'arrivez plus à distribuer votre conscience de façon à avoir conscience de tout le cercle et que ce cercle, il se tord, il se touche en un point et à ce moment-là, la conscience, elle se dit « Je viens de toucher quelque chose à l'extérieur de moi. » Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire que c'est comme si quelque chose avait échappé à votre conscience, un point. C'est comme si vous vous touchiez vous-même. Hein, donc comme si le cercle se tordait comme ça, se touchait à un point. Et d'un côté, c'est un cercle qui a l'impression de toucher un point, mais de l'autre côté, c'est aussi un cercle qui a l'impression de toucher un point. Ok? Et cette conscience, en fait, elle a rien d'autre que l'existence avec laquelle jouer. D'accord? Elle peut soit se dire, ce point, ça existe, ou ça n'existe pas. C'est-à-dire, c'est moi ou c'est pas moi. C'est le tout premier jeu qu'elle peut jouer. Et Bernardo Kastrup en parle aussi. Pour justifier le fait que nous existons ici et qu'on n'est pas unifiés, il faut bien que cette conscience se dissocie. Et le phénomène de dissociation, est-ce que vous savez ce que c'est? Donc c'est un phénomène clinique, hein, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui ont en eux deux ou plusieurs personnalités qui n'ont pas conscience l'une de l'autre, mais vraiment qui sont, ils n'ont pas la même mémoire, elles n'ont rien. Parfois il y en a qui ont des maladies et d'autres qui n'en ont pas, enfin bref, c'est des trucs très 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 bizarres. C'est les personnalités multiples. Les personnalités multiples, mais ce qui est vraiment étrange, c'est qu'effectivement, quand vous basculez, les personnalités n'ont pas la même mémoire, n'ont pas la même expérience, n'ont pas la même personnalité, rien. Et en fait, ça c'est pour moi l'origine du phénomène de dissociation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette conscience, elle dit « ça ce n'est pas moi », c'est comme si elle dissociait le point de son être unifié. Ok ? Ça va ça ? Et ce que j'aime bien ici, c'est une citation de Kurt Vonnegut, c'est « Everything is nothing with a twist ». Et en fait, c'est un jeu de mots parce qu'en anglais, with a twist, c'est avec comme une espèce de... comment on dit ça? Un rebondissement narratif, quoi, quelque part. Ok? Et donc, tout et rien
avec un petit... Un petit twist. On le dit. Sauf que, évidemment, ça ne va pas, ce phénomène-là ne va pas se dérouler en un seul point, il va se dérouler en tous les points, et il va se dérouler infiniment vite. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce que vous arrivez, enfin, là où vous en arrivez, c'est que vous avez tout et rien qui coexistent simultanément partout en tout point. Ok ? Parce que cette conscience, elle va jouer ce jeu à l'infini, depuis toujours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où elle va se dire « je vais grandir à l'infini » et puis je vais pas arriver à ce que ma conscience puisse être distribuée partout et donc je n'aurai pas conscience que je me touche à un point et que c'est moi-même que je touche, en fait c'est l'extérieur, et de jouer à ce jeu de j'existe ou j'existe pas. Ça va se dérouler partout, tout le temps et infiniment vite. Ok ? Et ce qui est intéressant, c'est que la conscience va faire les deux choix simultanément. Elle va dire à la fois j'existe et à la fois j'existe pas. Et donc ça va faire quoi ? C'est comme si vous avez un cercle qui représente le rien, où il n'y a rien, et puis vous avez un autre cercle qui, en fait, vous voyez les deux vibrations là. Dites-vous que c'est comme représenter le fait d'exister un peu plus ou un peu moins. C'est comme si vous moduliez votre sensation subjective d'exister plus fort ou moins fort. Ok ? Quand la conscience, elle dit au point tu existes, c'est comme si tout d'un coup, il avait un sens plus élevé d'exister, l'impression d'exister un peu plus fort. Okay ? Si elle dit non, toi tu n'existes pas, j'ai l'impression d'exister un peu moins fort parce qu'on a nié mon existence. Okay ? D'accord ? Donc, imaginez que ce cercle de conscience s'étende à l'infini, mais se plie en deux sans s'en rendre compte et finisse par se toucher soi-même à un endroit sans savoir que c'est lui-même. Naissance de l'intérieur et de l'extérieur, du coup. L'origine de la dissociation, conscience unique vs séparation. Origine aussi de ce que j'appellerais l'énergie, modulation de l'intensité d'exister, de l'attention reçue. Et donc ça aussi c'est des choses qui sont importantes, c'est qu'en science on vous dit voilà, on parle tout le temps de termes comme l'énergie, l'électricité, plein de trucs comme ça, la température, plein de choses comme ça, mais ça vient d'où ? À la racine c'est quoi l'énergie ? Comment est-ce que vous pouvez justifier qu'il y ait de l'énergie ou... Vous voyez, c'est compliqué. Alors que là, en fait, si tout n'est que une espèce de différenciation d'intensité d'existence, d'exister un peu plus fort ou moins fort, et que ça, après, ça peut se traduire par plein de relations différentes et subtiles, alors vous avez une fondation ontologique à l'énergie et à toutes ces choses-là. D'accord ? Qui sont basées sur juste la conscience, juste l'existence. Il ne faut pas plus que ça. Donc, au moins d'ingrédients vous avez à expliquer, au plus, en fait, votre théorie est peut-être vaste. Et donc, l'extérieur est une partie de l'intérieur dont on a perdu conscience. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que ça, si vous voulez, toute la réalité extérieure, vous-même, en fait, c'est comme si, c'est juste, j'ai oublié que j'étais vous, quoi, quelque part. Et vous avez oublié que j'étais moi. D'accord ? Et tout n'est que échange d'attention et d'intensité relative d'exister. Alors ça, je pourrais passer le cours entier à essayer d'expliquer ça. Mais en fait, c'est très très profond. C'est-à-dire qu'on passe du temps, en fait, à se valider les uns les autres et nos atteintes intérieures possibles les uns aux autres. Okay ? Un enfant, par exemple, je ne sais pas si vous savez ça, mais un enfant, le pire qu'on puisse lui faire, c'est ne pas lui donner d'attention. C'est mieux d'être violent ou quoi avec un enfant que de ne pas lui donner d'attention du tout. Parce qu'au moins, il a la sensation d'exister, d'être là et de... Voilà. Ne pas donner d'attention, c'est vraiment pour qu'il meure, quoi. Vous voyez ? Et donc, c'est ça qu'on capte et dont on a besoin au départ, quoi. C'est vraiment l'attention. Et donc, si vous voulez, on joue le jeu de se valider les uns les autres dans le rôle qu'on s'est assigné ou ce qu'on veut... la façon dont on voudrait exister. Par exemple, un comique, quelqu'un qui veut être un comique, il peut se faire rire tout seul devant le miroir, mais il aura besoin de se faire voir par d'autres personnes pour cimenter quelque part son existence en tant que comique, pour se faire valider. Et au plus vous vous exposez à de nombreux humains, au plus vous vous dites oui, c'est délicat et c'est compliqué. Parce que quand vous avez deux personnes qui rigolent pas, ok, ça va, vous vous dites ils ont peut-être pas d'humour, mais quand il y en a 20 000, ça fout la pression parce que là, c'est comme si on vous niait le droit d'exister en tant que quelque chose d'autre.
Mais c'est ce qu'on se fait les uns aux autres tout le temps, et sans s'en rendre compte. Avec cette vision du monde, en fait, vous vous rendez compte que tout ce qu'on est en train de vivre est juste une énorme co-création entre différentes personnes qui ont décidé d'exister en tant que quelque chose. Par exemple, si je décide d'exister en tant que, je sais pas moi, militant anti-pétrole ou je sais pas quoi, eh ben, il faut bien quelqu'un pour me donner la réplique. Une fois que je monte sur scène, dans la scène de la vie, on va dire. Donc vous montez sur scène, vous avez votre dialogue, et comment vous et vous, driller tout ça, et les animaux qui sont en train de, les nappes pétrolières, etc. Et en face de vous, vous vous retrouvez avec un CEO de Shell qui vous dit mais rien à voir, de toute façon, on a bien le droit de le faire, parce que sinon l'humanité ne pourrait pas s'alimenter en énergie, etc. Donc, à partir de ce moment-là, vous voyez que c'est vraiment le changement commence par l'intérieur, parce que si vous ne changez pas ce qui est marqué sur votre texte, comment est-ce que vous voulez que quand vous rentrez sur la scène de la vie, quelqu'un vous donne une autre réplique, vous voyez? Et l'expérience change. Okay? Et donc c'est des rôles qu'on abandonne, quand on lâche des rôles qu'on s'est assignés, on existe en tant que, alors on ne doit plus faire cette expérience de co-créer avec d'autres personnes qui ont décidé de nous donner la réplique, un événement ou quelque chose où il y a des gentils et des méchants ou peu importe. Okay? Mais donc voilà, c'est l'échange d'attention, d'intensité relative d'exister, on va y revenir parce que c'est vraiment profond, quoi. Mais voilà, ça nécessiterait plus d'un cours pour vraiment aller là-dedans. Autre chose que je voulais dire par rapport à ça, peut-être, une dernière chose, c'est que lorsque vous dépensez de l'énergie en vous concentrant sur la réalité extérieure qui représente comme une représentation symbolique de vos différents autres états d'existence possibles pour vous, okay? C'est ce qu'on avait vu au cours précédent. Moi, je suis en train de dépenser ici maintenant de l'énergie à me dire quels sont les choix qui s'offrent à moi pour exister autrement que ce que je suis maintenant. Par exemple, je pourrais être ici plutôt que ici, ou je pourrais être assis à votre place, ou je pourrais partir. Okay? C'est tout un nombre d'états différents qui sont disponibles pour moi et je suis en train de dépenser de l'énergie pour essayer de modéliser ça. C'est de l'énergie que je dois recapturer, okay? Parce que je suis en train d'évacuer cette énergie. Mon attention est en train de s'évaporer de moi. Okay? Et donc, après, je dois la remplir cette attention. Alors, je le fais en respirant. Mais alors, l'acte de manger, alors. L'acte de manger, selon cette vision de voir les choses, c'est comme si vous forciez une partie de la réalité qui avait capté de l'attention à faire attention à être vous plutôt qu'à être ce qu'elle est. Vous comprenez? Donc quand vous mangez un fruit, c'est comme si vous êtes en train donc ce fruit, il a capté une certaine attention, et maintenant vous forcez ce fruit à faire attention à être vous plutôt qu'à être le fruit. Et ça prend l'aspect de la digestion. Ça prend, quand on regarde, voilà, oui, c'est dissolu, c'est machin, c'est tout. Mais si on gratte ce qu'il y a derrière, donc encore une fois, cette idée avec l'interface, avec cette idée qu'il y a quelque chose de plus profond que ce que nous voient nos sens ou des trucs comme ça, en fait, on n'est qu'en train de s'échanger de l'attention. Ok ? Et de l'énergie. Donc c'est de l'énergie, en fait, l'attention. C'est comme si la conscience universelle, elle faisait attention à tout de façon équitable, et que la vie est une façon pour elle de capter de l'attention, de dire « Ouh, regarde-moi, regarde Martin, moi, regarde-moi », et faire en sorte que moi, je continue à exister. Okay ? Et on est tous en train de jouer à ce jeu-là. Ouais. D'accord ? Parce que sinon, elle n'aurait aucune raison de faire plus attention à moi qu'à la table, que n'importe quoi. D'accord ? Et donc, on est en train de... Voilà, ça, c'est une autre chose que je voulais signaler. Quoi. Mais ça demande un saut conceptuel assez... enfin voilà, c'est pas toujours évident. C'est comme si on était dans des champs énergétiques. Quoi, c'est ça. Mais à la base, si vous voulez dire qu'est-ce que c'est l'énergie, c'est juste de l'attention. C'est juste, je me focalise sur ça, je donne de l'énergie à ça. Et c'est aussi ce qui explique, par exemple, c'est ça qui est intéressant quand vous regardez une certaine vision du monde, comment est-ce que ça peut justifier certains miracles. Par exemple, vous avez en Inde des récits avec des yogis qui peuvent rester 1 semaine ou 2 semaines sans manger, à méditer et à être immobiles. Pourquoi ? Parce que leur attention, elle est tournée uniquement vers l'intérieur. Il y a zéro de leur attention qui est en train d'échapper vers l'extérieur. Ils sont juste en train de dire « je suis ce que je suis maintenant » et je ne suis pas en train de me poser la question de qu'est-ce que je serai demain, qu'est-ce que j'étais hier, etc.
Donc vous rassemblez votre être et vous laissez plus une once de votre attention et s'échapper à l'extérieur, et donc vous n'avez plus besoin, limite même de respirer. Hein. Certains, quand vous regardez Autobiographie d'un yogi de Paramahansa Yogananda, qui est une référence en fait en la matière, il raconte comme ça qu'il pensait que son maître était mort, en fait il était juste, voilà, il était juste dans un état méditatif un peu particulier. Voilà. Et donc voilà. Alors, quelques petites citations hein, ici. Les vagues se lèvent à la surface de l'océan, pourtant l'océan lui-même reste immobile. Et donc, c'est vraiment ça, c'est de se dire que c'est comme si la conscience, la réalité fondamentale, c'était comme un océan qui était soit dans un état totalement calme, soit dans un état totalement agité, où il y a toutes les vagues possibles et imaginables qui sont à sa surface, et que nous, on joue le jeu de regarder cet océan avec, à chaque fois, un pattern de vagues à la fois, quoi. Ok ? Ou maintenant c'est ça, même après ce sera autre chose. Et donc ça ça vient du bouddhisme. L'existence, ce qui existe, est simultanément le rien et le tout à tout jamais. La première polarisation est donc celle du rien et du tout, des zéros et de l'infini. Donc c'est comme si maintenant, ici, maintenant, partout, à tout endroit, il y avait le zéro et l'infini qui étaient là tout le temps, et que vous jouez le jeu de regarder et de se dire, non, je ne vais pas voir ça, je vais voir Martin est en train de donner cours. Ok ? Plutôt que, je ne sais pas, autre chose. Et donc, vous créez une méthode pour voir dans cet infini des possibles, qui est tout le temps là, qui sera toujours là, à tout jamais, regarder une chose plutôt qu'une autre. Et c'est ça le miracle, quelque part. Ça, c'est vraiment miraculeux. Mais c'est ça qui va nous donner de l'énergie aussi. Enfin, je veux dire, si on commence à penser, on a besoin de se focaliser sur quelque chose qui va nous... quitte à changer, mais je veux dire, on ne peut pas non plus vivre tout le temps dans... C'est intéressant de vivre comme ça, parce que finalement, c'est dit, on est dans une réalité, mais on devient fou sinon, je veux dire. Oui, bien sûr, mais en fait, le truc, c'est que déjà, de un, on pense toujours que l'herbe est plus verte de l'autre côté. Ça, c'est un peu le malheur, on veut vite aller vers l'infini, on veut vite partir, et c'est l'idée de la Bible, hein, on veut vite... le but, c'est d'aller au paradis, hein, quand même. Bon, en fait... Une fois que vous n'êtes plus dans un état où vous voyez une chose plutôt qu'une autre, vous basculez de l'expérience à l'existence. Mais de l'existence, vous êtes, mais vous n'êtes pas quelque chose en particulier. Vous n'avez plus une expérience en particulier. Ça, c'est, voilà. Et donc... Mais c'est à ça que nous devrions arriver pour bien faire. C'est-à-dire qu'on va y arriver, mais pourquoi se presser ? C'est ça que voilà. C'est-à-dire que mais ça, vous allez voir, je vais en parler de ça vers la fin du cours, mais... qu'est-ce qu'il y a d'autre comme destination ? Où est-ce que vous voulez aller ? Où est-ce que vous voulez aller ? Pour le moment, ça fait un peu peur, quoi. Non. Mais c'est de se dire, on veut toujours partir de là où on est, en fait. Hein. C'est ça qui est un peu dommage, entre guillemets. C'est que là, c'est de se dire, en fait, ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est le truc le plus miraculeux. Parce qu'une fois qu'on est dans le truc infini, on se dit, oh, c'est dommage, qu'est-ce que j'aimais. Vous savez, c'est comme, est-ce que vous avez déjà vu des films comme ça, où vous vous dites, j'aimerais pouvoir oublier ce film pour revivre toutes les sensations que j'ai eues quand je l'ai vu pour la première fois. Moi, par exemple, le film Matrix, quand je l'ai vu en 99, là, j'avais 18 ans, il m'a tellement marqué ce film que je me suis dit, ce serait tellement bien que je puisse oublier de l'avoir vu, pour que comme ça, quand je le revois, j'ai de nouveau les mêmes sensations, et waouh, ça m'a totalement... Mais c'est comme ce cours, hein, où vous dites, waouh, qu'est-ce que j'aimerais... je l'ai réécouté deuxième fois, comme si je ne savais pas ce qu'il allait dire, pour dire, oh mon Dieu. Mais donc voilà, mais c'est ça l'idée, c'est que quand vous savez que tout va arriver, voilà. On peut le revoir d'une autre façon encore. Non, Matrix, je l'ai vu deux fois, je l'ai vu de chaque fois. Effectivement. Mais voilà, c'est juste pour faire ce jeu-là. Alors là, maintenant, je vais m'arrêter ici, hein, parce que j'ai construit beaucoup de choses conceptuelles, et cette polarisation du rien et du zéro et de l'infini, on va faire une petite pause maintenant un peu plus gaie, on va dire, moins lourde en théorie. Je vais vous parler en fait d'un livre que j'écris pour enfants qui parle de la polarité masculine-féminine. Donc, il était une fois un être tellement grand qu'il enveloppait tout. Dans son corps, il y avait des planètes, des fleurs et des poissons. Un jour, par curiosité, il se demanda ce que cela faisait d'être une planète, une fleur ou un poisson. Il créa alors de petites âmes qui l'aidèrent à expérimenter tout cela. Alors les petites âmes ici, c'est quelque part les êtres dissociés de la conscience. C'est comme si vous étiez une conscience qui maintenant était dissociée, elle doit se raccrocher à quelque chose, elle est là, elle flotte dans l'infini,
Et donc, bon, alors je ne vais pas vous faire la genèse de comment les choses arrivent, hein, mais voilà, c'est un livre pour enfants, donc je n'ai pas envie de les traumatiser non plus. Mais les petites âmes avaient de plus en plus de mal à jouer avec toutes les choses qu'il y avait à l'intérieur de l'être. Elles avaient besoin d'aide. Alors, elles s'incarnèrent dans les êtres humains qui pouvaient, tout comme les petites âmes, inventer de nouvelles règles pour que toutes les choses à l'intérieur de l'être s'agencent harmonieusement les unes avec les autres, tout comme les pièces d'un magnifique puzzle. Donc on en revient à l'harmonie. Hein. C'est de nouveau le récit de sur la planète Terre, il y a de la vie, mais la vie elle est coincée parce qu'il y a des astéroïdes qui tombent de l'espace, qui détruisent toutes les belles choses qu'il y a sur la Terre. Qu'est-ce qu'elles vont trouver comme solution? Elles font appel aux êtres humains, qui grâce aux concepts, aux idées et toutes ces choses-là, peuvent protéger la vie, peuvent faire dévier un astéroïde et que sais-je d'autre. C'est pour les enfants de quel âge? Je dirais 8 à... Allez, un peu plus... Enfin, je le dis à ma fille qui a 7 ans, mais bon, après, c'est ma fille aussi, donc voilà. Un jour, une petite fille demanda à sa petite âme nichée dans son cœur « Comment est-ce que les êtres humains peuvent aider les petites âmes à apporter l'harmonie et la paix sur la terre alors qu'ils font tant de bêtises ?» La petite âme lui chuchota alors « Je vais te raconter une histoire, l'histoire de la création des êtres humains. » Pour créer un être humain, ce n'était pas simple. Il fallait mélanger de façon parfaitement équilibrée deux ingrédients magiques, le rien et le tout, le zéro et l'infini. Le rien, le zéro, était un cercle, il était parfaitement rond et beau. Il représentait l'harmonie, la perfection, la paix et l'amour de soi tel que l'on est. Le tout, l'infini, était rempli de vibrations. Elles étaient frétillantes, ondulées et allaient dans tous les sens. L'infini représentait le changement, l'évolution, le chaos et l'amour pour ce que l'on pourrait devenir. Ok ? Je crois que c'est assez explicite, hein, vous voyez un peu les références. Ces deux ingrédients devaient être mélangés avec beaucoup de délicatesse. Si le zéro prédominait, rien ne changeait et tout restait identique, mais si l'infini était en excès, tout était en perpétuel changement au point qu'on ne comprenait plus rien. En d'autres termes, même si on n'a rien sans rien, ça ne veut pas dire qu'il faille changer du tout au tout. Voilà, petit jeu de mots, sympa au passage. Les petites âmes se mirent donc au travail, cherchant le dosage parfait entre le rien et le tout. Ainsi commença l'histoire de la création des êtres humains. Et donc ici, donc, ça en vient avec ce qu'on a vu au cours, hein, c'est-à-dire que l'harmonie, l'équilibre entre changer, mais changer de façon harmonieuse, hein, bon, voilà, on va y revenir dans l'histoire. Et là, je vous refais l'histoire d'Adam et Ève pour vous dire que finalement, à la racine, c'est comme si on était en train de raconter l'histoire de notre propre création à travers Adam et Ève, qui est une façon symbolique d'expliquer la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule, quoi. Okay ? Il était une fois une petite cellule nommée Ève. Elle était parfaite, ronde et harmonieuse. Elle n'avait besoin de rien, elle s'aimait telle qu'elle était et était heureuse d'être, d'exister tout simplement. Un jour, elle rencontra un serpent tout frétillant, ondulant dans tous les sens, qui lui susurra à l'oreille « Bien le bonjour, chère Ève, comme tu es, magnifique aujourd'hui. Mais je suis sûr qu'il te manque quelque chose. » Ève répondit « Non, non, j'ai besoin de rien. » « Mais si, rétorqua le serpent, regarde, il te manque un petit quelque chose ici. La connaissance. » Donc en fait, le spermatozoïde apporte bien la connaissance qui manque à l'ovule, parce que sinon elle a que la moitié des choses, elle ne peut rien faire toute seule. D'accord ? Donc on croque dans l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, et à partir de là, on est chassé du paradis, le paradis de l'utérus de sa maman. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah ouais. Bon. Hein ? Ève ne comprenait pas. Pourtant, elle ne sentait pas qu'il lui manquait quelque chose. Et si le serpent avait raison ? Que dois-je faire ? Demanda-t-elle au serpent. C'est facile, lui dit-il, il te suffit de croquer dans ce petit fruit rond que je tiens au bout de ma queue. Et hop, le tour sera joué. Ève l'écouta et croqua dans la pomme. Donc voilà, croque dans la pomme, la symbolique, le serpent dans l'arbre. Cette pomme représentait un petit bout de l'infini, symbolisant l'envie de changer, de transformation et d'évolution. Dès qu'Ève eut avalé la pomme, un être étrange apparut et lui dit bébé Bouddha, je suis ton futur, ce que tu deviendras un jour. Je suis là pour te guider, tu peux m'appeler bébé Bouddha. Ève était stupéfaite. Qui était cet être mystérieux ? Mais il y avait autre chose qui la dérangeait. Alors qu'elle vivait dans le paradis du bonheur éternel, elle ressentait désormais un vide intérieur, une tristesse immense. C'était une sensation qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Que m'arrive-t-il, s'enquit-elle au prix de cet être magique ? Ce que tu ressens, c'est de la solitude. Pour y remédier, tu dois te dédoubler, te multiplier, conseilla bébé Bouddha. Hein ? Donc soyez féconds et reproduisez-vous, hein, disait Dieu. Et c'est ce qu'elle fit. Donc tout d'un coup, il y avait plein de petites Èves partout qui se faisaient plein de joyeux câlins.
Mais après un moment, toutes ces petites Èves sentaient à nouveau qu'il y avait un problème. Elles se ressemblaient toutes et cela commençait à les agacer. Ce que tu ressens, c'est le besoin d'être unique, originale, différente. Essaye de transformer ton apparence. Toutes ces petites Èves se concentrèrent très fort et hop, elles devinrent toutes différentes. Certaines ne changèrent que très légèrement, d'autres étaient méconnaissables. Elles formèrent deux grands groupes, les hommes qui s'appelèrent les petits Adams et les femmes qui restèrent de petites Èves. Les petites cellules, Ève et Adam, appelèrent cela l'histoire de la tour de Babel, le moment où les petites cellules cessèrent de parler la même langue, cessèrent de se ressembler et devinrent toutes différentes, jouant des rôles différents. En fait, vous voyez ce que c'est l'histoire de la tour de Babel dans la Bible. C'est le moment où l'humanité veut construire une tour pour aller toucher Dieu, et Dieu dit « qu'est-ce que c'est que ça? Vous prenez pour qui ?» Et puis il disperse les gens dans les peuples. Voilà. En fait, la multiplication cellulaire à l'identique se passe jusqu'à 64 cellules pour un bébé. Et à partir de 64, déjà ça se sépare en deux parce qu'il y a une moitié qui va faire le placenta et l'autre moitié va faire le bébé. Et en plus, au sein des 32 qui restent, il y en a qui vont faire le cœur, il y en a qui vont faire l'estomac, il y en a qui vont faire l'intestin. Et donc elles ne se parlent plus, entre guillemets, parce qu'elles ne sont plus des cellules souches, elles sont des cellules un peu différentes. Et en fait, 64, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est une symbolique très profonde au niveau de la géométrie sacrée, de certaines figures géométriques qui représentent l'équilibre parfait entre plein de forces. Mais voilà. Et donc, c'est pour dire qu'à partir de ce moment-là, encore une fois, c'est nouveau faire le lien entre le micro et le macro et de dire qu'il y a des récits qu'on a comme ça dans le biblique qui sont basés sur des choses qu'on a vécues à l'intérieur à un niveau très, très, très profond. Les Èves étaient décidées à recréer le paradis et le bonheur éternel qu'elles avaient perdu. Elles demandèrent aux Adams de les aider. Pour y parvenir, rien de plus simple, il fallait trouver la paix et l'harmonie avec tout ce qui les entourait. Lorsqu'ils avaient faim, ils allaient cueillir les fruits d'un arbre. Lorsqu'ils avaient sommeil, ils trouvaient un endroit où dormir. Il ne fallait pas travailler excessivement, mais simplement profiter de la vie en trouvant l'équilibre avec la nature et le monde. C'est une façon très ovule de vivre, si vous voulez. Voilà. Mais bébé Bouddha n'était pas content. Les petites Èves ne se souciaient plus de lui et ne l'écoutaient plus. Pourtant, il n'y avait pas une minute à perdre. Si cela continuait ainsi, la civilisation de petites Èves et de petits Adams ne serait jamais prête lorsqu'il serait temps de naître. Bébé Bouddha essaya une nouvelle méthode. Certains Adams n'étaient pas contents car ils voulaient créer de nouvelles choses. Ils n'arrivaient pas à se contenter d'être heureux tels qu'ils étaient. Ils aimaient le changement, le défi, la compétition, le dépassement de soi. Ils ne savaient pas s'aimer tels qu'ils étaient, ils s'aimaient pour ce qu'ils pourraient devenir, s'imaginant escalader une montagne, inventer la roue ou s'envoler vers les étoiles. Alors, cela faisait un moment que les petites Èves et les petits Adams ne l'écoutaient plus. Bébé Bouddha devait trouver un nouveau moyen pour se faire entendre. Il savait que les Adams étaient fascinés par le feu. Bébé Bouddha se déguisa alors en buisson ardent et s'adressa à un Adam. Il est temps de grandir et de se développer. Adam, il n'a pas très bien compris. S'il est temps de changer et que les petites Èves nous disent qu'il faut être heureux tel que l'on est, c'est qu'elles sont méchantes. Elles nous ensorcellent pour nous empêcher de changer. Ouh. Mais non, ce n'est pas ce que je voulais dire, cria bébé Bouddha, mais Adam n'écoutait plus. Bébé Bouddha essaya de parler à d'autres Adams par la suite, mais aucun ne comprit réellement son message. Et donc c'est le péché originel, le fait que les femmes sont méchantes, etc. En fait, c'est juste, pour moi, c'est une mauvaise interprétation d'une impulsion, d'une sagesse qui nous dépasse, qui est là, qui pilote à ce que l'humanité se développe pour qu'elle arrive en bout de course à former un organisme global et qui voit bien que on a glandé un peu trop longtemps, voilà, pour dire comme ça. Et qu'elle envoie l'impulsion, mais c'est pas une impulsion sous forme de langage, quoi. C'est juste, voilà. Et nous, on le traduit en langage, et quand ça passe par le cerveau de personnes qui sont pas super évoluées, ça donne des messages comme le péché originel et d'autres trucs comme ça, quoi. Puisque nous, on est obligé de traduire des messages qui nous préviennent d'ailleurs, dans un langage qu'on comprend, avec des images, avec de la parole. Et donc, les gens d'il y a 2000 ou 3000 ans, c'était pas spécialement super en maîtrise des concepts et de tous ces trucs-là. Okay, et donc, ça en revient à ce qu'on avait au cours. Là, la croissance d'un bébé, c'est tout beau, tout continu et tout parfait. Là, c'est l'humanité, il ne se passe pas grand-chose, et puis ensuite, c'est juste le chaos, quoi. Vous voyez, on vire vers l'exponentiel, mais avec les guerres, les famines, les pandémies, etc. Donc,
ce que j'essaie d'expliquer à travers mon livre, hein, c'est qu'on a eu cette croissance asymétrique parce qu'on a été trop d'un côté dans la première manière de se développer, la première phase de développement, et trop de l'autre maintenant. Okay. Certains Adams décidèrent de devenir les chefs à la place des petites Èves, tandis que d'autres pensaient qu'il fallait que ces dernières se cachent pour éviter de tenter les Adams à profiter de l'instant présent. Vous voyez, c'est cette idée de voiler la femme, parce que c'est les tentatrices, hein, encore un peu, et on passe juste notre vie à les courtiser et à passer du bon temps à jouir de la vie avec elles, quoi. Ouf, non. On va les cacher, comme ça, nous on est forcés d'aller guerroyer. Et on les garde quand même. Oui, on les garde quand même, mais voilà, il ne faut pas trop qu'elles se montrent parce qu'elles sont dangereuses, quoi. Elles pourraient nous tenter et nous empêcher de faire ce qu'on doit faire, quoi, hein, de créer des nouvelles choses, tout ça. Les Adams n'arrêtaient pas de se disputer pour savoir qui était le chef, qui avait la meilleure idée, qui était capable de changer et d'évoluer de la façon la plus spectaculaire. Les Èves étaient tristes car non seulement les Adams ne les écoutaient plus, mais en plus ils les traitaient comme s'ils étaient leurs esclaves. Les Adams croyaient que bébé Bouddha leur en voulait d'avoir passé leur temps à profiter des fruits du paradis et que c'était de la faute des Èves. Les Adams appelèrent ça l'histoire du péché originel et la chute du paradis. Alors, c'est marrant, parce que moi j'avais une autre version, que le serpent avait tenté Ève, qu'elle s'était laissée tenter et elle avait tenté Adam. Mais elle, c'était justement pour ne pas obéir à Dieu, c'était parce qu'il interdisait quelque chose, elle ne voulait pas être contrainte à ce genre de choses. Ah oui, c'est ça. Et parce que je sais qu'on avait des discussions comme ça, je suis un peu féministe aussi. Oui, tout à fait. Mais ici, c'est Ève, c'est à la fois, enfin le c'est à la fois Ève et Adam, puisqu'il y a les deux potentiels à l'intérieur. Hein, c'est vraiment l'humain, quoi. C'est-à-dire que le potentiel de l'humain qui a conscience de lui-même, pas juste en tant qu'idée abstraite, mais en tant que quelque chose de concret, se laisse tenter, par la petite graine, quoi, qui vient pour lui apporter l'information qui lui manque. Alors, il n'était plus question de profiter de la nature telle qu'elle était, de se nourrir de ce qui poussait dans les bois ou de se contenter de chasser le gibier qui passait par là. Les petits Adams et les petites Èves devaient travailler dur. Ils construisirent des villages, cultivèrent la terre et domestiquèrent les animaux. Les Adams se considéraient comme les maîtres de la nature. Certes, les choses avançaient, les petites cellules Ève et Adam évoluaient, le monde changeait, mais ils avaient perdu l'harmonie. Dès que quelqu'un avait une idée ou pensait à une nouvelle invention, elle était utilisée pour nuire ou pour prendre le pouvoir avant même de penser à aider les autres. Et donc, encore une fois, quand vous avez ces deux énergies qui sont équilibrées, vous avez bien de nouveaux organes qui apparaissent dans le bébé, vous avez bien de nouvelles parties, vous avez bien le corps qui évolue, mais à aucun moment l'estomac il se dit tiens, si j'allais envahir l'intestin, ou alors je sais pas moi, vous mettez le doigt dans l'œil, ou enfin voilà, à aucun moment. Mais en même temps, vous n'êtes pas non plus dans un état de stase où vous arrêtez de vous développer, donc il faut vraiment les deux à l'équilibre. Les villes et les cellules grandirent et se développèrent. Donc ici, estomac-ville et cœur-bourg. Les Adams inventèrent les machines, la science, les arts et les lois. Ils se croyaient maîtres du monde et de leur destin. Ils étaient fiers de leur progrès et de leur puissance. Ils développèrent différents organes et appelèrent cela l'industrialisation. Ils mirent en relation ces différents organes et appelèrent cela la globalisation. Mais sans harmonie, tout cela se fit dans la souffrance et la douleur, avec des riches, des pauvres, des gagnants et des perdants. Donc voilà, la globalisation, c'est on met en rapport toutes les différentes parties de l'humanité pour qu'on ait tous conscience les uns des autres et qu'on forme une espèce de collectif. Mais ça ne s'est pas fait de façon très harmonieuse, hein, comme on sait de l'histoire. Mais c'est la même chose qui se passe dans le corps, hein, c'est-à-dire que les organes ne travaillent pas à la base les uns avec les autres, et puis ils se mettent en lien, et puis à un moment donné, il y a le passage qui se fait, le tube digestif, tout se connecte, quoi, si vous voulez. Après un certain temps, les Adams n'en pouvaient plus. Ils étaient épuisés de courir après le pouvoir, la gloire, l'argent et le temps. Ils devinrent esclaves du monde qu'ils avaient créé. Leurs machines les obsédaient, leur science les contrôlait, leurs arts se dégradaient et leurs lois devenaient injustes. Ils avaient développé leur civilisation de petites cellules à marche forcée, mais il manquait une chose essentielle, l'harmonie. Toutes les parties de bébé Bouddha étaient là. Mais elles étaient mal assemblées et se disputaient constamment pour savoir qui avait raison, qui méritait quoi, qui était le meilleur. L'estomac se battait avec l'intestin pendant que la main se tirait une balle dans le pied. Bébé Bouddha essayait alors de parler aux petites Èves, mais celles-ci étaient tout aussi bouchées que les Adams. Après tant d'années de disputes avec les Adams qui se croyaient les meilleurs, les petites Èves avaient perdu leur essence. Certaines d'entre elles étaient déterminées à montrer qu'elles étaient tout aussi intelligentes et fortes que les Adams, pour pouvoir monter à leur tour sur le podium du vainqueur. D'autres petites Èves décidèrent qu'au final, c'était les Adams les méchants, qu'il fallait qu'ils arrêtent tout pour que
toutes les petites cellules puissent retourner à un mode de vie plus simple en laissant la nature tranquille. Donc il y a cette tendance de se dire on va se replier, on va retourner à un mode de vie plus simple, arrêtons avec toutes ces folies de rapports qui vont dans tous les sens, etc. Et vous avez l'autre version qui est l'autre caricature, c'est non, mais moi je vais vous montrer, moi aussi je sais prendre un rapport de 2000 pages, et moi aussi je sais inventer des nouveaux gadgets et de nouveaux trucs et de nouvelles théories. Mais voilà, après encore une fois, c'est un équilibre à trouver en soi, il n'y a pas l'un ou l'autre. Comme les Adam et les Ève étaient si têtus, bébé Bouddha décida de demander de l'aide à leur mère, Gaïa. Le temps était venu pour la civilisation de cellules composées de petits Adam et petites Ève de sortir du ventre de leur maman. Une douce voix s'adressa au petit bébé qui dormait paisiblement dans le ventre de sa maman. « Mon cher bébé, je t'aime tant. Si seulement tu pouvais atteindre l'harmonie entre les Ève et les Adam à l'intérieur de ton corps. Ces deux énergies proviennent de l'essence même de l'existence, de l'infini et du néant, du tout et du rien. Lorsqu'il n'y a que l'infini, c'est une histoire qui n'a ni queue ni tête, un cancer qui grandit et détruit tout sur son passage. Lorsqu'il n'y a que le néant, c'est une histoire où rien ne se passe. En équilibrant ces deux énergies, tu pourras grandir, évoluer, changer, mais toute nouvelle chose sera instantanément intégrée harmonieusement au reste. C'est ainsi que tu devais grandir dans mon ventre. » Bébé Bouddha était confiant, il planait au-dessus de maman Gaïa, impatient d'ouvrir ses yeux pour la première fois en tant que petit bébé fait de chair et d'os. Jusqu'ici, il n'était qu'un esprit, une âme désincarnée, qui n'attendait qu'une chose, que les petites Ève et les Adam s'harmonisent pour former un corps prêt à l'accueillir. Voilà, j'ai tout le temps des rapports micro-macro, vous l'avez compris, je pense. La douce voix de leur maman Gaïa réveilla certains petits Adam et certaines petites Ève, mais main dans la main, ils travaillèrent ensemble pour que l'énergie de l'évolution et de la transformation et du changement s'harmonise avec la nature. Quant aux autres petits Adam et petites Ève, maman Gaïa trouva d'autres moyens de leur faire comprendre conscience qu'il était temps de s'unir pour former un organisme global, un bébé parfaitement formé, capable de sortir du ventre de sa maman et de survivre dans une nouvelle dimension, un nouveau monde aussi vaste que la galaxie de la Voie lactée. Elle déclencha des contractions qui se traduisirent par des pandémies, des crises économiques, des guerres, des catastrophes naturelles, de grands déluges et bien d'autres problèmes encore. Son message était clair, si vous vous obstinez à vous disputer les uns avec les autres, vous ne survivrez pas à votre propre accouchement. La petite âme termina son histoire. Chaque être humain porte l'harmonie en lui. À l'intérieur de son corps, il y a de petites Ève et de petits Adam, vivant dans différents organes, comme le cœur ou l'estomac, qui s'aiment et travaillent ensemble. Il suffit d'écouter cette sagesse intérieure et de répliquer à votre niveau l'harmonie entre tous les humains et tous les pays. À ce moment-là, votre planète tout entière ouvrira ses yeux pour la première fois et s'élancera vers les étoiles pour y répandre la vie et rencontrer ses frères et sœurs galactiques. À l'intérieur de son corps planétaire, les humains unis représenteront ses neurones, son intelligence et ses anticorps qui la protégeront de nombreux dangers. La petite fille regarde les étoiles et sourit. La Voie lactée lui esquissa un grand sourire en retour. Voilà. Donc ça, c'est la petite histoire que j'avais racontée sur le masculin et le féminin. Je suppose que vous voyez où je veux en venir. Et puis, c'est écrit noir sur blanc, en fait, dans la Bible même, donc dans l'Apocalypse. Et un grand signe parut au ciel. En fait, savoir, entre parenthèses, parce que ciel et savoir, c'était la même chose. Une femme revêtue du soleil, sous les pieds de laquelle était la lune, et sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Une femme revêtue du soleil avec la lune sous ses pieds, c'est la planète, quoi. C'est la planète Terre. Alors voilà, on la personnifie, mais c'est bien ça, de ça qu'il s'agit, quoi. Et donc, masculin-féminin, qu'est-ce qui est valorisé aujourd'hui? Qu'est-ce qui est valorisé? L'harmonisation des choses ou pondre un rapport de 2000 pages? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc en fait, on est tellement dans... On a tellement... Enfin, les valeurs aujourd'hui sont tellement masculines, quelque part d'énergie masculine, qui est de tout le temps créer, tout le temps avancer, tout le temps faire des choses, qu'en fait, on en vient tous à se dire, c'est ça qui est bien, quoi. Et ceux qui savent profiter de la vie, qui sont bien, qui aiment bien trouver l'harmonie entre les gens et créer l'harmonie entre les choses, on s'en fiche, quoi. Et donc ça, c'est vraiment un biais qui est venu de ce déséquilibre. Alors après, encore une fois, il n'y a pas de jugement. Donc déjà, on porte ces deux énergies en nous, chaque être humain. Parce que jusqu'à preuve du contraire, un garçon, quand il naît, c'est pas une espèce de boule de 20 kilos cancérigène qui est prête à exploser. Et une petite fille, elle n'est pas comme une petite boule ronde de quelques centaines de grammes, parfaitement... Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, on a besoin de ces deux énergies, de ces deux polarités, qui sont même pas masculin-féminin, c'est juste les apparences que ces polarités peuvent prendre une fois qu'on est ici dans la matière. Mais c'est vraiment des polarités qui sont à la base même de l'existence pour moi. D'accord? Le tout et le rien, l'infini, le zéro.
Et après, ben, c'est une danse entre ces deux énergies-là. Et si vous avez une sans l'autre, ça ne marche pas. Et donc, c'est pas tant... donc, il y a vraiment un rééquilibrage qui doit se faire. Mais par exemple, encore un autre exemple, c'est le rapport masculin à la nature, l'agriculture. C'est-à-dire que si vous regardez les tracteurs actuels, c'est comme si on écartait les jambes de la terre de force, qu'on y mettait tout le spermatozoïde et qu'on dit bah, tu vas tout faire pousser et on ne te demande pas ton avis. Quoi. Okay, l'approche plutôt féminine, avec une énergie purement féminine, c'est mais la nature est abondante, il ne faut rien faire. Hein. Je veux dire, les arbres poussent, les animaux sont là, on n'a pas besoin de se casser la tête. Et quand vous mariez les deux, ça donne la permaculture, c'est-à-dire que vous vous inspirez des mécanismes de la nature, mais vous n'êtes pas non plus en train de vous dire on va laisser la nature faire ces choses, on n'a pas besoin de s'impliquer. Okay, donc ça, c'est quand vous rééquilibrez les énergies, vous pouvez trouver une manière de fonctionner qui est respectueuse de la nature et en même temps qui produit plus ou qui est plus, voilà, qui est plus productive, mais sans cette espèce de viol permanent de la planète, quoi. Hein, où on la rend stérile à force de faire ce genre de choses, quoi. Okay, alors, donc il y a une transition, un rééquilibrage, non pas des femmes, entre guillemets, au pouvoir, mais de l'énergie féminine, qui c'est beaucoup plus vaste, et c'est en chaque être humain. Et donc, en chaque être humain, et pas seulement... Donc on avait posé au premier cours, on avait dit il faudrait que les femmes soient tout au pouvoir. Moi, je vais reformuler, il faudrait que l'énergie féminine reprenne sa place. Et à ce moment-là, ben, vous aurez... c'est comme si, plutôt que d'avoir ce mécanisme où on est très polarisé et où les hommes font plein de bêtises, et puis finalement, c'est les femmes qui font le tri en disant toi, tu désires, enfin, je t'autorise à te reproduire, et donc c'est ton idée qui va être perpétuée quelque part, et donc elles sont le filtre des mauvaises idées que les hommes inventent. Hein, et ben, que chaque être humain puisse être son propre filtre et sa propre source d'inspiration, quoi. C'est-à-dire que vous allez contacter votre masculin peut-être pour vous dire comment avancer, et puis vous allez contacter votre féminin pour vous dire ouais, mais est-ce que là je suis pas en train d'abuser de quelqu'un, de faire du tort à telle personne, de faire des dégâts, de faire plus de mal, de mal que de bien, voilà. Et ça doit se faire à l'intérieur de chaque personne, quoi. Sinon vous passez tout le temps par l'extérieur, et c'est bien aussi, hein, ok, mais à un moment donné il faut quand même rééquilibrer les choses, parce que sinon ça va pas, quoi. Okay. Je pense que dans les nouvelles générations, ben, votre âge, vous êtes mes fils, ça commence là, non? Tout à fait, ben, de toute façon c'est obligé, hein, parce que sinon on n'en peut plus là maintenant. Donc, obligé. Alors, ça j'avais déjà dit. Oui, donc il y a des recherches aussi qui étaient super intéressantes sur la perception des femmes avec l'ovule et le spermatozoïde. Vous voyez, La Belle au bois dormant, Blanche-Neige, toutes ces histoires où en fait finalement la femme elle est là, elle est endormie, elle fait rien et elle attend que le prince charmant arrive et lui donne son baiser pour la réveiller et pour lui donner un sens à sa vie, quoi. C'est vraiment cette idée de voir l'ovule comme quelque chose de passif qui attend, qui est endormi, le temps que le masculin vienne réveiller et mettre des choses. Et en fait, les dernières recherches ont montré que l'ovule attire en fait le spermatozoïde de son choix à travers, je sais pas comment, mais il y a un mécanisme, finalement elle est très active dans le processus non seulement de sélection, mais aussi d'attirer les choses à elle, quoi. Okay, donc, mais c'est pas visible, et c'est ça le problème, c'est que, il y a d'autres personnes qui parlent de ça mieux que moi, hein, mais ils disent que le principe masculin, c'est ce principe extérieur, le principe féminin, c'est le principe intérieur, ça veut dire que vous harmonisez les choses en vous, et puis il y a des choses qui se font à l'extérieur, mais c'est pas quelque chose de visible, vous avez bougé une table, vous avez juste changé votre état d'être, et en fait, la réalité se transforme en réaction au changement que vous avez opéré à l'intérieur. Alors que les hommes, on passe tout le temps par l'extérieur. Ah, on va bouger ça, on va faire ci, on va créer ça, pour bouger votre intérieur. Donc c'est une logique complètement différente. Et donc c'est pour ça que, vu du point de vue d'un homme, on se dit mais les femmes, elles font rien, quoi. Hein, c'est un peu l'idée, hein, elles sont toutes là endormies, elles sont au paradis, elles sont Blanche-Neige, elles sont la Belle au bois dormant, alors qu'en fait non, elles sont très très actives, mais c'est pas spécialement visible, comme l'ovule qui attire le spermatozoïde, donc elle a un rôle vraiment, elle joue un rôle très actif, mais qui n'est pas toujours très reconnu ou facile à voir. Alors, on retourne aux origines, donc là c'était la parenthèse masculin-féminin, à partir de cette polarisation que normalement on se retrouve partout après dans notre réalité, hein, entre le rien et le tout. Donc on a des ingrédients. On a le rien, zéro, le cercle, on a le tout, l'infini, les vibrations, on a les consciences dissociées,
et qui est peut-être à la racine aussi de la première blessure quelque part, qui est celle du rejet, hein, de se dire que on a l'impression de s'être fait rejeter, que Dieu nous a rejetés ou qu'on est à la chute du paradis et tout ça. En fait, c'est juste un mécanisme qui est presque automatique et autocréé. Et moi, c'est comme ça que je préfère aborder les choses, parce qu'encore une fois, dès qu'on veut expliquer les choses avec une volonté derrière, s'il y a volonté, il y a aussi, ça peut être une volonté méchante ou juste ou bonne, etc. Alors que si vous avez juste le rien qui interagit avec le rien et qui dit, je sais pas, je rencontre un truc là, ça n'existe pas, hein, comme disait Shakespeare, être ou ne pas être, c'est-à-dire que c'est le truc à la base même de l'existence, il y a ces deux questions-là. Alors c'est plus bien ou mal, c'est pas une volonté, c'est juste c'est un mécanisme qui est là et qui ne pourrait pas ne pas être là. Et donc, mais interprété du point de vue d'un être dissocié qui après vit une vie comme nous ici aujourd'hui, on pourrait se dire, ben voilà, on a été rejeté, c'est Dieu qui nous a rejetés et on se retrouve plus dans cette espèce d'océan infini, quoi. Et donc, ces premières consciences dissociées se retrouvent comme flottant dans un océan infini qui est aussi entre le tout et le rien. Et en fait, les scientifiques ont un autre nom pour ça. C'est pas tout à fait exactement la même chose, mais ils parlent de mousse quantique. C'est-à-dire qu'ils parlent du fait qu'il y a dans le vide une espèce de fluctuation qui est là tout le temps, même si on pense que c'est vide, il n'y a jamais vraiment le vide. Alors, c'est pas tout à fait ça, mais ça s'en approche comme concept. Mais comment s'accrocher à quelque chose? Impossible de s'accrocher à une vibration. Ici, une citation de Rumi, « Tu n'es pas une goutte dans l'océan, tu es l'océan tout entier dans une goutte. » Et la seule solution, c'est briser la symétrie parfaite. C'est-à-dire qu'en tant que conscience dissociée, vous vous retrouvez dans le zéro et l'infini, mais qui oscille tout le temps, qui alterne tout le temps, qui coexiste en fait, puisque vous passez de l'un à l'autre tout le temps. Okay, et c'est parfaitement symétrique. Donc comment vous faites pour... Et donc, on va faire une expérience. Exercice de groupe, comment briser la symétrie parfaite. Et ici, je vais charger ceci. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis deux vibrations très très pures. Hein. C'est juste deux vibrations sinusoïdales très très simples. Et j'en ai mis deux. J'en ai mis une où vous voyez qu'elle commence à aller vers le bas et puis vers le haut. Et une où elle commence d'abord à aller vers le haut et puis vers le bas. D'accord ? Elles sont donc parfaitement symétriques. Qu'est-ce qui se passe si maintenant je mets play? On va mettre play. Qu'est-ce qui se passe? Ça s'annule, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. C'est le silence. Et donc vous voyez que si vous avez l'infini, que vous créez toutes les possibilités, à la fois en positif comme en négatif, si elles sont là en même temps, elles reviennent au rien, et puis le rien interagit de nouveau avec soi-même, il recrée le tout, qui recrée le rien, etc. Et ça, vous ne pouvez pas le... Comment vous faites pour sortir de ça? Alors, ici, j'ai un petit synthé, et j'ai assigné des effets à deux boutons ici qui modulent ces deux vibrations. Et donc, quand je mets play et que je fais ça, vous entendez? Pourquoi? Voilà, évidemment, c'est juste une vibration très très basique, hein. Mais le son revient. Pourquoi? Parce que comme j'ai brisé la symétrie en faisant un peu n'importe quoi avec les deux boutons, ben, les deux fichiers, entre guillemets, les deux sources sonores ne sont plus parfaitement symétriques. Donc vous avez brisé la symétrie parfaite. Et donc pour moi, en fait, une des façons de définir ce que c'est la vie, c'est comme un truc qui fout le bordel dans l'infini, quoi. C'est comme un truc qui est un peu aléatoire, comme ça, non déterministe, qui fait un peu comme ça. Vous voyez ? C'est le chaos. C'est un peu le chaos, oui, si vous voulez, mais c'est-à-dire que vous devez vous créer une espèce de distorsion, là, hein, vous brisez la symétrie parfaite, et donc vous avez l'expérience de une source sonore, quelque chose, plutôt que rien. Donc à partir de l'infini, encore une fois, là vous avez rien. Si je commence à jouer avec ça, ben en fait, vous faites l'expérience d'une toute petite partie de, entre guillemets, l'infini, vous voyez, à chaque fois, qui est en reflet à comment vous avez modulé ces deux sources. D'accord? Ça va, ça? Alors, c'est vrai que là, la résolution est horrible. Donc pour briser la symétrie, je dois toujours résumer, il faut faire un peu de désordre. C'est ça. Ok, ça me plaît ça. Alors,
Mais c'est ce que la vie fait à la base, mais de façon inconsciente presque. Hein. C'est-à-dire que c'est comme si elle mettait entre guillemets le boxon au début de façon inconsciente, et puis de façon de plus en plus consciente. Vous voyez Ou au début vous devez faire ça, mais après vous pouvez vous harmoniser, etc. Ok ? Parce que ça génère du stress quand même. Ah ben oui, bien sûr. Surtout ça crée des dissonances aussi. Et donc vous apprenez à vous harmoniser. Mais à la base, c'est comme si donc vous avez donc ça c'est de l'attention. Encore une fois, de l'attention et de l'intensité d'exister plus fort ou moins fort. Et quand vous faites évoluer la vie, l'évolution de la vie, c'est comme si vous créez des distorsions de plus en plus intéressantes que pour que ça donne des trucs où on s'échange un baiser, ou voilà. Et en fait, vous êtes en train de moduler votre sensation d'exister, moduler la sensation d'exister de l'autre, mais c'est plus du être ou ne pas être. C'est des échanges très très subtils, quoi, qui n'ont plus rien à voir avec j'existe plus fort ou moins fort, quoi. C'est plus à somme nulle, quoi. Vous voyez ? C'est des jeux. C'est plus des jeux. C'est plus de la musique, quoi. C'est-à-dire qu'on est en train de faire de la musique maintenant, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis en train de dire des choses, vous êtes en train de me répondre. Et nos états d'être, c'est comme si on était un orchestre géant. Et puis, il y a des choses que je vais vous dire, vous êtes là, oula, ça c'est dissonant, je sais pas, j'en sais rien, hein, j'espère que non. Mais, donc voilà, et donc l'interaction avec les gens, c'est même les émotions, expliquer en quoi les émotions sont plaisantes ou pas plaisantes. En fait, quand vous écoutez quelque chose qui est dissonant, une mélodie ou quoi qui est dissonante, pourquoi est-ce que vous pouvez le savoir, quoi. Je veux dire, c'est que ça, hein, c'est que des oscillations, quoi. Pourquoi est-ce qu'une oscillation vous dites aïe et l'autre oscillation vous dites ah beau. C'est comme si en nous on avait déjà cette c'est en nous, quoi. C'est naturellement on sait reconnaître la consonance et la dissonance naturellement. On n'a pas besoin qu'on nous l'apprenne, quoi. Ok. Mais c'est parce que finalement c'est tout ce qu'on fait. On est en train de s'échanger des vibrations quelque part les uns les autres. Et on est en train de moduler nos sensations d'exister. C'est ça qui fait évidemment l'harmonie. C'est ça qui fait l'harmonie aussi. C'est la dissonance relative. C'est-à-dire que ce qui est magique justement dans un orchestre, j'ai joué dans un orchestre quand j'étais un peu plus jeune, c'est qu'aucun des violons ne joue la même note. Parce que si ça, vous le copiez à l'infini, vous avez juste une augmentation de l'intensité, mais vous n'avez rien de nouveau qui apparaît. Alors je voulais vous montrer ça parce qu'en fait j'avais aussi créé un autre truc où je mets la même sinusoïdale mais je change légèrement sa fréquence ou légèrement son truc et en fait vous verrez que la source sonore devient de plus en plus complexe. Ça, à partir de quelque chose qui est ultra simple, si vous le faites interagir avec lui-même mais avec légèrement modifié, ça enrichit en fait ceci. Ça n'est plus maintenant une vibration juste uniforme et où il n'y a rien. Et donc c'est comme si à partir des distorsions que l'on peut créer les uns avec les autres, vous enrichissez l'infini de ce qu'il contient à travers ces petites subtiles interférences les uns avec les autres. Et donc c'est comme si l'infini grandit à travers l'expérience de lui-même par des êtres comme nous. D'accord ? Parce que sinon c'est juste ça. Au début d'un couple, c'est souvent comme ça, c'est l'harmonie parce que les autres, on est tous les deux sur la même longueur d'onde, et puis petit à petit, il y a une dissonance, et il faut que chacun devienne lui-même. Oui. Tout à fait. Se retrouve. C'est une expérience d'harmonisation, quoi, les uns aux autres, quoi. Et aussi de se dire que finalement, mais ça on va voir un peu plus tard, hein, mais alors. On tend vers ce genre de choses en fait. Oui. Assez naturellement, on tend, on sent. Oui. Vous le sentez, hein. Mais c'est-à-dire qu'à un certain moment, au plus vous ajustez le musicien dans l'orchestre, au plus s'il joue faux, vous l'entendez de plus en plus fort et c'est de plus en plus pénible. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc au plus vous mettez d'humain sur la terre, si entre guillemets nos interactions sonnent faux, au plus ça va s'entendre, au plus ça va être lourd à écouter, quoi, et à expérimenter, d'accord ? Mais alors, dans cette vision du monde, on est à la fois le compositeur dans le sens de nos pensées, nos croyances, tout ça, à la fois le musicien, c'est-à-dire vous agissez sur vos croyances, vos pensées, vos paradigmes et tout ça, donc vous jouez, et à la fois l'auditeur, c'est-à-dire que vous êtes aussi en train de vous écouter vous-même jouer et les autres, quoi. Donc on est les trois à la fois, d'accord ? Il y a dans un groupe, par exemple, dans un chœur, qui chante, il y a parfois des voix qui ressortent. Donc, l'harmonie n'est pas... C'est un peu ce que vous dites avec
musiciens qui jouent faux ou quoi. Et parfois, ils chantent juste, mais on entend sa voix. Alors que l'harmonie voudrait que ce soit vraiment bien équilibré, qu'on n'entende pas une voix qui sort par la voix. Oui. Oui, alors après, ça, c'est des trucs vraiment spécifiques à une chorale, c'est effectivement l'homogénéité de la chose, parce que sinon, chacun veut exprimer son individualité, mais si c'est trop exacerbé, alors ça donne quand même des trucs pas très... Mais oui, c'est tout un exercice d'équilibrer l'expression individuelle et collective. Clairement, on est là-dedans, clairement. Mais après, ce que je voulais dire aussi, c'est que... non, ça, je ne vais pas faire maintenant, mais... est-ce que vous avez déjà écouté une symphonie avec juste un do et un sol? C'est-à-dire 2 notes, et on joue juste qu'avec des do et des sols. Je vous garantis que c'est harmonieux. Hein. Et vous pouvez l'écouter pendant 1 heure, et ce sera harmonieux tout le temps. Mais qu'est-ce qu'on se fait hein? Bon. Mais au plus vous ajoutez de notes, au plus ça peut être intéressant, dans le sens où vous pouvez faire des voyages harmoniques incroyables, mais au plus les tensions potentielles et les fausses notes potentielles, il y en a de plus en plus, quoi. Donc, et c'est avec ça qu'on joue, cette espèce d'équilibre où on ajoute des notes d'expression pour la vie, pour nous-mêmes, etc. Mais en même temps, en ajoutant des notes, on ajoute aussi des possibilités de se tromper et de vivre des choses dissonantes, quoi. Ok ? Alors, interférence via le non-déterminisme relatif ou le libre arbitre inconscient. Donc ça, c'est ce que je vous avais parlé pour la vie. De l'absolu au relatif, la liberté parfaite, le déterminisme parfait et le temps, l'expérience. Alors, accrochez-vous. Donc, du coup, pourquoi est-ce que c'est impossible que l'univers, enfin qu'il n'y ait pas de libre arbitre en fait? Parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui débattent encore du libre arbitre. Ils disent non, de toute façon, c'est que des réactions biochimiques dans le cerveau, et tout est déterminé, et il y a la cause à effet, etc. Mais en fait, sans libre arbitre, vous n'avez pas l'expérience. Puisque le libre arbitre, c'est la façon de sortir de la symétrie parfaite. En fait, quand vous avez le déterminisme parfait, c'est quoi le déterminisme parfait? C'est que tous les choix sont préfaits à l'avance. Mais alors, le temps avance infiniment vite. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait un délai entre les différents choix que vous allez faire, si tous les choix sont déjà préfaits à l'avance. Pourquoi est-ce que le temps devrait se dérouler à une certaine vitesse si tout a déjà été présélectionné, pré-programmé? Vous voyez? Quand vous avez la liberté parfaite, donc c'est nouveau dans les absolus, les absolus, c'est très intéressant parce qu'à chaque fois, vous avez le rien et le tout, vous avez la liberté parfaite, le déterminisme parfait. Ça, c'est dans l'absolu. Et ici, on est dans le relatif où vous mélangez différents concepts pour donner l'expérience de ce qui est dans l'absolu. Okay ? La liberté parfaite, c'est aucun choix n'est fait parce que tous les choix se valent. C'est comme si le temps, là, il n'avance pas. Il est à l'arrêt. C'est comme si, dans le déterminisme parfait, vous distribuez les choix sur une ligne. Ils étaient tous bien agencés et tous en séquence et vous allez instantanément d'un bout à l'autre. Et la liberté parfaite, c'est comme si vous distribuez tous les choix en cercle autour de vous et donc tous les choix se valent. Il n'y a aucune raison que vous alliez prendre un truc plutôt qu'un autre parce que tous les choix sont équivalents et donc vous ne choisissez pas parce qu'il n'y a pas de raison de choisir. Et donc vous voyez bien que dans notre réalité, on est orienté au niveau du choix. C'est quand même plus agréable d'aller dans un parc se balader qu'au milieu de l'autoroute. Okay? Donc il y a... Voilà. Et donc, quand vous mélangez les deux, entre ces deux choses-là, entre la liberté parfaite et le déterminisme parfait, et en fait, la liberté parfaite et le déterminisme parfait sont la même chose fondamentalement. Si vous vivez tout instantanément ou rien parce que le temps est à l'arrêt, ça revient au même quelque part. Okay? Et donc le temps, l'expérience même, la vie, requiert le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est-à-dire le déterminisme relatif ou la liberté relative. C'est vraiment une association de ces deux concepts. Alors, pour vous donner une autre image, le trou noir. On sait tous que le trou noir, au cœur du trou noir, les formules mathématiques se cassent et en fait on arrive à de l'infini tout le temps. Okay? Donc, la liberté parfaite, c'est comme si vous étiez en orbite stationnaire autour du trou noir et vous ne vous rapprochiez pas du trou noir. Et le déterminisme parfait, c'est comme si vous plongiez dans le trou noir, mais vraiment en pic, comme ça. Instantanément, vous êtes au fond du trou. D'accord ? Et qu'est-ce que vous pouvez faire ? Entre ces deux-là, il y a la trajectoire en spirale vers l'intérieur. C'est-à-dire que vous faites ça. Vous rentrez dans le trou noir comme ça. Ok ? Et donc, moi, j'aime bien utiliser la métaphore du surfeur. Okay, ça, c'est super intéressant. Imaginez un océan complètement plat
vous faites tomber un caillou au milieu, et il y a une vague qui se répand, d'accord? Et imaginez que la conscience, c'est comme un surfeur qui surfe cette vague. Et donc, quelle est la trajectoire qu'elle va décrire? Une spirale, d'accord? Puisque la vague se propage en cercle, et le surfeur, il surfe la vague, comme ça, progressivement. Et en fait, ça c'est l'expérience qu'on fait quand on est dans la vie. C'est-à-dire que là, maintenant, on est en train de surfer cette vague, si vous voulez, et on est sur notre planche, sur notre corps, on va dire, et on a une certaine liberté qui est circonscrite, mais qui n'est pas absolue, c'est-à-dire qu'on ne peut pas surfer n'importe comment, on ne peut pas aller trop vite, on ne peut pas aller trop lentement, mais on a quand même un peu de liberté là-dedans, d'accord? De comment on veut surfer cette vague. Ce n'est pas déterminé, mais c'est dans des paramètres, ok? Si vous tombez de votre planche et que la vague vous dépasse, vous vous réveillez au milieu de l'océan. Ça, c'est l'expérience de mort imminente et autres récits comme ça, c'est que vous êtes tombé de votre planche et maintenant vous vous rendez compte qu'en fait, votre vie et la réalité ne se résument pas à être ici et maintenant, à l'endroit où la vague est, à ce moment donné précis, quoi. Ok? Parce que la vague, vous ne pouvez pas la surfer dans le sens inverse, d'accord? Vous pouvez que aller vers l'avant, et en plus, la vague, vous voyez que l'endroit où elle est à un certain moment donné, ok? Alors, ça j'avais déjà couvert. Alors, la nature de l'existence, ça c'est vraiment très très important. La vraie nature de, entre guillemets, Dieu, puisque la conscience et l'existence, moi j'assimile ça à Dieu finalement, c'est amour inconditionnel. Alors, ça c'est un peu bateau, tout le monde sait, ah oui, Dieu c'est amour inconditionnel. Mais j'aime bien le formuler comme ceci. Je ne peux être autre chose que ce que je suis. C'est-à-dire que, est-ce que l'existence, est-ce que la conscience, elle a un choix d'être autre chose que ce qu'elle est? Est-ce qu'elle peut se dire, oh, moi j'ai pas envie d'être le rien et le tout? En fait, non, quoi. C'est-à-dire que c'est l'acceptation, la seule chose la seule option qui s'offre à elle, c'est d'être en acceptation totale de qui elle est vraiment. Ce qui se traduit dans le langage humain, quand nous on essaie de toucher ça, comme des yogis qui méditent ou quoi, c'est l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que vous n'avez aucune condition, vous vous aimez inconditionnellement vous-même. Donc c'est l'acceptation totale de ce que vous êtes, de l'existence elle-même. Alors, ici je voulais aussi parler de l'importance de la joie et de l'enthousiasme dans l'expérience. C'est que, enthousiasme d'ailleurs, ça vient de la racine du mot, ça vient du grec, et ça veut dire transport divin. Donc c'est vraiment cette idée d'être comme transporté vers le divin, parce que finalement c'est notre manière à nous de toucher ça, cette expérience-là, de se dire on s'accepte inconditionnellement dans l'expérience. Au niveau des yogis, donc il y a ce qu'on appelle le samadhi, je ne sais pas si vous connaissez ça, donc c'est un état de transe quand ils sont en méditation. Donc c'est un terme issu de la tradition yogitique et bouddhiste, qui désigne un état de concentration méditative profonde où l'individu atteint une union avec l'objet de méditation, transcendant les dualités et l'ego. Enthousiasme, transport divin, ou avoir un Dieu en soi, provient du grec. Donc c'est vraiment cette idée que quand vous allez toucher cette conscience-là, que vous arrêtez, vous oubliez un instant que vous êtes un humain ici, maintenant sur la Terre, en fait, comment vous expérimentez ça? Comme un sentiment d'extase, d'extase mystique, divin, etc. Parce que nous, on est tellement pas dans l'amour inconditionnel de nous-mêmes, on est tellement en rejet de certains trucs de nous et de trucs qui nous plaisent pas, etc. que quand on touche ça, on se dit mais c'est tellement pas possible, c'est vrai que ça fait presque mal, limite. Alors ici, encore une fois, donc ce truc de l'existence et la vraie nature de Dieu, dans la Bible, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Ou alors, dans d'autres versions, je suis ce que je suis. C'est-à-dire que je suis l'existence. Je ne peux pas être autre chose que ce que je suis. Je suis celui qui est, ok? Donc ça c'est, il y a quand même plic-ploc comme ça, des trucs vraiment très profonds qu'il y a dans ces textes sacrés et qui se retrouvent partout dans toutes les religions ou traditions spirituelles. Est-ce que ça va tout ça? Oui? Ok.
Alors, Donc, il y a quand même une volonté, vous dites que c'est... non, mais en fait, là, c'est-à-dire que... Volonté, mais il y a quand même une volonté Alors, d'amour qui crée... Ben non, en fait, parce que pour moi, justement, encore une fois, j'aime bien toujours expliquer les choses en fonction de... C'est pas qu'il y a un choix conscient d'être amour inconditionnel, c'est parce que quand vous n'avez pas le choix d'être autre chose que ce que vous êtes, ben autant accepter qui vous êtes. Vous ne pouvez pas vous battre contre ça. L'existence ne peut pas être autre chose que l'existence, et la conscience d'exister, elle ne peut pas être autre chose que le tout et l'infini, comme ça, qui existe là en même temps. Et donc, et en plus, il n'y a rien vraiment d'extérieur à vous. C'est-à-dire que ce qui est un peu compliqué, que je ne vous ai pas expliqué ça, parce que sinon, ce serait trop, mais il y a toujours une prise de recul. L'existence va toujours envelopper, quoi qu'il se crée, quoi qu'il se passe, l'existence va toujours envelopper ça. Comme si vous pouvez toujours prendre du recul, et donc elle va toujours envelopper les choses, tout sera toujours à l'intérieur, quelque part. Il n'y aura jamais rien qui va être créé à l'extérieur. Donc même quand elle fait ce jeu de l'infini du zéro, hop, elle se dit, ah oui, ok, ça c'est en moi, d'accord ? Mais vous ne pouvez pas, comment vous vous débarrassez d'un bout de l'infini, de zéro, enfin ça n'a pas de sens, vous voyez ce que je veux dire ? Mais donc, nous on pense qu'il y a une volonté de se dire, ah, je vais m'aimer moi-même. Mais en fait non, c'est son essence, c'est-à-dire que c'est pour moi, c'est sa nature, oui, c'est sa nature profonde et fondamentale. Et c'est aussi comme un attracteur universel, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si il y avait le trou noir, il était là, et il attendait patiemment que les consciences dissociées qui ont jailli, qui ont émané spontanément de son être, reviennent à être qui elles sont. Parce qu'il n'y a rien d'autre qu'elles peuvent être. Il n'y a nulle part autre où aller. Ok ? Et donc, elles font cette expérience-là, mais ça je vais l'expliquer un peu plus tard, par étapes, quoi. Ok ? Mais alors, un autre truc qui est important de comprendre, c'est qu'on ne parle jamais directement à, entre guillemets, Dieu ou la conscience universelle, car elle n'aurait qu'une seule chose à vous dire, c'est « je t'aime ». Et puis, on en mourrait, à mon avis. Parce que c'est tellement puissant de se faire, entre guillemets, aimer inconditionnellement, que pour nous, c'est genre « ah non, je ne mérite pas, c'est pas possible », c'est « ah non, pas moi, non ». Et puis, j'ai embêté mon petit frère et ma petite sœur quand j'étais petit, et j'ai pas payé mes factures l'an passé, et nanana. Je veux dire, c'est douloureux, c'est trop douloureux pour un être humain. Et encore une fois, je veux dire, elle va juste vous dire « je t'aime » parce que, comment expliquer ? C'est comme si, quelle métaphore je pourrais donner ici ? C'est comme si vous étiez un tableau, dans un tableau animé dans un musée, et que le musée et tout ce qu'il y a dedans, c'était cette conscience universelle. Mais vous faites ce que vous voulez dans votre tableau, elle ne va pas vous dire votre tableau il est moche. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle va juste être là, hein, waouh, intéressant, il y a ça en moi aussi, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Vous voyez ? Peut-être qu'on cherche plus fort aussi. Peut-être que l'inconditionnel, ça fait un peu pas assez. Peut-être que nous, sur Terre, on a besoin de choses démonstratives, et l'amour inconditionnel, enfin, moi je vois ça, moi j'ai l'impression que j'aime mes enfants comme ça. Bon, maintenant je peux leur reprocher des tas de trucs, mais j'accepte ce qu'ils sont. Un animal aussi, un chat, un chien, c'est plus difficile avec un homme. Ouais, ben, vous allez voir que l'amour inconditionnel, c'est très particulier, et c'est pas évident de voir en quoi, comment cette logique-là s'insère dans notre réalité ici. C'est pour ça, je vous avais dit qu'on allait parler d'amour à ce cours-ci, c'est pour ça. Ouais. Donc, mais alors à qui vous parlez quand il y a des gens qui disent j'ai parlé à Dieu ? Vous parlez à qui ? En fait, on parle à l'idée la plus élevée que l'on a de quelque chose qui nous dépasse. Ok ? Donc ici, voilà, encore une fois, si une fois que vous abandonnez le matérialisme et que vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a que des jeux de lumière et des êtres qui sont conscients d'eux-mêmes, qui jouent avec ce jeu de lumière à vivre plein d'expériences, en fait, il n'y a rien qui est techniquement impossible. Mais par contre, ce qui peut arriver, c'est que c'est comme votre rêve. C'est-à-dire que vous êtes là en train de rêver, et puis à un moment donné, vous sentez que votre rêve est en train de se dissoudre, quoi. Vous sentez que vous n'arrivez plus à tenir la logique du truc, quoi. C'est en train de se... Et puis vous vous réveillez, ok ? Vous avez déjà eu cette sensation-là. Vous n'arrivez pas à vous raccrocher parce que à un moment donné, il n'y a plus de logique, ou ça part un peu dans n'importe quel sens. Et de créer une expérience continue comme ça, c'est ça le miracle, hein, c'est ça. Et donc, il n'y a rien qui est impossible, mais voilà, pour construire une expérience comme ça continue, avec le temps linéaire et tout ça, ça demande beaucoup d'efforts, on va dire, et de subtilité, quoi, ok ? Mais donc ça veut dire que tout informe tout aide tout à évoluer,
Et donc, l'idée la plus élevée que les gens ont de Dieu, ou de ce qui les dépasse, à un moment donné, c'est comme si elle s'agglomérait, elle s'agglutinait, elle formait un être, un vrai être, qui est conscient aussi d'être quelque chose, j'en sais rien, une entité, et qui après communique avec les êtres humains. Ok. Une autre manière de l'expliquer, c'est comme si chaque pensée que vous avez était une graine que vous insériez dans votre cerveau, ok, et qui poussait au-dessus de votre tête, puis qui s'assemblait avec d'autres végétaux qui sont plus ou moins similaires au niveau de leurs pensées, puis ça fait pousser des feuilles, puis les feuilles retombent dans votre esprit, et là elles sont traduites en concepts, en mots, un truc comme ça, ok. Donc, à un moment donné, il y a 3000 ans, quand l'idée la plus élevée que les gens pouvaient avoir de Dieu, c'était un Dieu vengeur, jaloux, etc., ben, ils peuvent que en faire à la Bible les 10 commandements et ces trucs-là. Okay. Quand la conscience de l'humain évolue et que les pensées qu'on a à propos de quelque chose qui nous dépasse deviennent un peu plus raffinées, un peu plus subtiles, etc., encore une fois, ce sont des pensées comme des trucs que vous faites germer dans votre esprit, qui ont une vie à part entière, puis qui se décomposent ou qui vivent leur vie, leur expérience, qui vous reviennent, et alors vous parlez à quelque chose qui maintenant dit amour conditionnel ou d'autres choses. Okay. Mais ça veut dire que cela évolue en fonction de l'élévation de la conscience de l'humanité, du Dieu vengeur, on passe au Dieu amour. Et donc il y a ce concept des égrégores. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des égrégores. Donc les égrégores, c'est ce qu'on appelle des formes pensées. C'est-à-dire que, encore une fois, n'oubliez pas que comme la racine même de toute chose, c'est de l'attention, quand vous avez une pensée à propos de quelque chose, c'est de l'attention que vous donnez, c'est de l'énergie, c'est une impulsion. Elle ne va pas nulle part. Elle a bien une vie elle a une vie qui lui est propre. D'accord? Et donc, vous faites attention à cette pensée d'un Dieu vengeur, etc. C'est comme si elle vous revenait, cette pensée. Après, en ayant eu sa vie à elle-même. Mais ça veut dire qu'il y a aussi un Dieu de la science, quelque part. D'accord? C'est-à-dire qu'au plus vous pensez le matérialisme, c'est comme si vous créez une entité qui représente la vision matérialiste de la réalité, et qui après vous revient par des intuitions scientifiques, quoi. Les scientifiques aussi, ils ont plein d'idées, hein, mais ils n'auront pas des idées spirituelles, quoi, parce qu'ils ont fait pousser des pensées, des germes, qui n'ont que la présupposition matérialiste, et donc ils vont avoir l'intuition de comment optimiser cette pièce, ou comment... et c'est très bien, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, vous vous souvenez que l'infini, il crée tout. À partir d'une nouvelle vibration que vous avez débloquée, il va faire tous les choix. D'accord? Et donc, je vais peut-être revenir ici. Je me demande si je pourrais l'illustrer comme ça ou pas. Alors. Ça marche ça ou pas? Oui. Alors, on va toutes ces pensées que nous avons nous reviennent sous forme... nous reviennent en fait. Oui, tout à fait. Alors, et nous faisons quelque chose. Alors, je vais juste... voilà. Donc, imaginez, vous êtes un être humain, vous avez une pensée, cette pensée, c'est comme si c'était de la foudre, c'est comme si c'était un éclair et que toutes les futurs possibles qui découlent de cette pensée étaient manifestés instantanément. Parce que vous avez émis une vibration qui a créé une interférence, comme si elle avait ajouté une nouvelle note à l'existence, la conscience, Dieu. Et Dieu, avec cette note, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer progressivement? Non, il va jouer infiniment vite là-dessus. Okay? C'est comme si vous aviez un piano. Si vous jouez infiniment vite sur ce piano, il y a toutes les pièces du piano, enfin toutes les œuvres potentielles que vous pourriez créer sur ce piano sont instantanément créées. Vous n'en faites pas l'expérience, mais elles existent. D'accord? Et donc, après, il y a les petites feuilles ici qui poussent, on va dire, et puis ça descend ici, et puis ça revient vers vous quelque part. Okay? Les leçons des conséquences d'une certaine façon de penser. Et en fait, quand vous avez par exemple toute l'humanité qui est uniquement obnubilée par le monothéisme, encore une fois, toutes les futurs potentiels à partir de cette vision du monde sont manifestés instantanément, et c'est comme s'il y avait un égrégore qui savait qu'il y avait une limite, que ici, arrivé là,
ça aboutit à une impasse. C'est-à-dire que c'est l'Apocalypse, par exemple. Parce que c'est l'aboutissement ultime d'une vision monothéiste de la réalité. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un, à un moment donné, va avoir une pensée qui dirait « Et si, finalement, les Grecs avaient raison, les anciens Grecs philosophes atomistes, par exemple, hein, puisque le matérialisme, ça date pas du XVe siècle. Hein, les Grecs anciens avaient déjà cette vision où tout était constitué de petites particules qu'ils appellent des atomes. Atoma, d'ailleurs, ça vient du grec. Et donc, il y a un humain, lui, ici à côté, qui a une pensée qui dit « Ben non, finalement, est-ce que ce serait pas la matière ?» Et lui, sa pensée, hop, elle va bien plus loin. Elle débloque tout un champ d'expérience qui est beaucoup plus vaste que le monothéisme. Et donc, c'est comme si vous étiez attirés, maintenant il y a de plus en plus d'humains qui sont eux-mêmes attirés par cette vision du monde, puisqu'ils voient bien que sinon, il y a une impasse au niveau de l'expérience. Il y a une impasse au niveau de la réalité. Et donc c'est comme si toutes les pensées que vous avez, elles s'expérimentaient dans une espèce de réalité non matérielle, instantanément, et vous, après, vous recevez progressivement des intuitions en disant ben non, pas bien, va pas par là, etc. Ok ? D'accord ? Bon. C'est pas toujours évident d'expliquer tous ces trucs-là. Moi, j'y réfléchis depuis très longtemps, mais encore une fois, avec des mots, c'est pas évident. Et donc, le dieu de la science, forme pensée ou égrégore qui parle le langage de la science. Intuition mathématique ou rationnelle. Mais ironiquement, les scientifiques ayant marqué la science étaient très spirituels. Donc, les grands scientifiques, nous, on pense qu'ils n'étaient pas du tout spirituels, mais pour avoir des intuitions vraiment très très profondes ou débloquer des nouvelles idées à l'intérieur de la science, souvent ceux qui l'ont fait avaient une vision beaucoup plus large des choses. Par exemple, Albert Einstein, quiconque s'engage sérieusement dans la quête scientifique est convaincu qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers. Un esprit infiniment supérieur à celui de l'homme, devant lequel nous, avec nos modestes capacités, devons nous sentir humbles. Erwin Schrödinger, qui est à la base de toute cette idée de réalité quantique. Le nombre total d'esprits dans l'univers est 1. En réalité, la conscience est une singularité se manifestant en toutes les êtres. Max Planck, donc la limite de Planck, on connaît. Je considère la conscience comme fondamentale. Je considère la matière comme dérivée de la conscience. Nous ne pouvons pas aller au-delà de la conscience. Tout ce dont nous parlons, tout ce que nous considérons comme existant, suppose la conscience. Et en fait, on utilise toutes leurs formules mathématiques, on utilise tout ce qu'ils ont dit pour calculer comment lancer un satellite dans l'espace, mais on oublie tout ce qu'ils ont dit. Et en fait, un scientifique qui s'appelle David Merman l'a superbement exprimé. L'attitude de nombreux scientifiques face aux découvertes de la science consiste en ta gueule et calcul. C'est-à-dire, shut up and calculate. C'est-à-dire, te pose pas des questions sur la nature fondamentale de la réalité, sur qu'est-ce que ça veut dire, la physique quantique, etc. Voilà ton équation, tu mets des chiffres dedans, et puis tu auras une réponse, et puis ça s'arrête là. Ok ? Alors, on va faire un dernier exercice de pensée où je vais voir où je vais m'arrêter, parce que voilà, les cerveaux commencent à fumer, le mien aussi. L'amour inconditionnel est toujours tourné vers l'intérieur car il n'y a pas d'extérieur. Aimer l'extérieur en sacrifiant son intérieur est un manque d'amour pour soi. Et l'expérience de pensée, c'est le caca. Alors, quand le caca il est à l'intérieur de vous, dans votre côlon, est-ce que vous préféreriez qu'il soit ailleurs ? Est-ce que vous seriez là en mode « Ah ben non, je préfère qu'il soit dans mon estomac » ou « Je préfère qu'il soit, je sais pas moi, dans ma bouche, vercus » ou qu'il soit dans ma tête, hein, quelle idée de 3 petits points. Vous voyez bien qu'il est exactement, parfaitement là où il est supposé être. Il devrait être nulle part ailleurs. S'il est ailleurs dans votre corps, ça va vraiment créer des problèmes. D'accord ? Mais une fois qu'il sort de votre corps, là vous avez une préférence sur l'endroit où vous préférez qu'il soit. Vous préférez quand même qu'il soit dans la toilette plutôt que sur votre coussin, quoi. Ok ? Donc, vous ne l'aimez plus inconditionnellement à ce moment-là. L'amour inconditionnel, c'est, encore une fois, j'accepte la chose exactement telle qu'elle est, je n'y changerai pas un iota. D'accord ? Pareil pour tout, hein, pareil pour quand vous saignez du nez. Je veux dire, le sang, tant qu'il est à l'intérieur de votre corps, il est exactement là où il doit être. Une fois qu'il sort, vous préférez que ce soit dans un mouchoir que se répandre partout sur votre tapis, quoi. Ok ? Et donc, alors, le but ultime, c'est quoi ?
c'est créer des bulles d'amour inconditionnel de plus en plus grandes qui reflètent à la conscience, à Dieu, entre guillemets, sa vraie nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez que vous avez une boule parfaitement, qui est une surface parfaitement ronde et réfléchissante au centre de l'univers où il n'y a que du gaz et de la lumière. Vous êtes bien d'accord que dans cette boule, il y a l'image de tout l'univers. Mais en fonction de sa taille, elle va refléter, elle va avoir une réflexion qui est comme diminuée quoi, en termes de résolution. Parce que vous ne pouvez pas, comme c'est petit, vous ne pouvez pas mettre toute l'information de tout ça à l'intérieur de ce petit truc. Si vous créez une bulle plus grande, elle peut refléter encore plus la nature, la vraie nature à l'univers. Ok? Et donc, c'est comme si l'univers crée des structures qui doivent s'harmoniser pour créer ces boules parfaitement réfléchissantes qui lui reflètent sa vraie nature. Et puis, vous créez après un ensemble de boules comme ceci, qui s'agencent de nouveau de façon harmonieuse, qui peuvent refléter encore plus la vraie nature de la conscience à elle-même, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. C'est-à-dire que là, à l'intérieur de votre corps, vous avez créé une bulle d'amour inconditionnel. Vous ne préférez pas que votre nez soit à la place de votre... inverser les choses ou dans votre corps. Vous comprenez que chaque chose est à sa place. Et en fait, le principe, c'est pour atteindre cette espèce de bulle d'amour inconditionnel, vous êtes obligé de trouver l'harmonie entre toutes les parties qui les composent. D'accord? Donc, dans votre corps, tout est exactement, parfaitement où c'est supposé être. Par exemple, vous avez dans votre intestin des êtres unicellulaires, des bactéries et des trucs comme ça. Si vous les enlevez de votre intestin et que vous les injectez dans le sang, vous avez instantanément des infections et des problèmes. Ok? Mais donc, votre corps est comme un agencement harmonieux de toute la biologie, quelque part, pour créer un être qui a de l'amour inconditionnel tourné vers l'intérieur, et puis qui doit se baser sur cette harmonie qu'il a à l'intérieur pour répliquer la même chose à l'extérieur, où il va s'harmoniser avec d'autres êtres similaires, comme des êtres humains, pour créer une bulle d'amour inconditionnel qui est encore plus grande. Ok? Mais donc, c'est ce que je vous avais parlé la dernière fois, de l'intelligence artificielle qui nous considérerait comme ces cellules, comme faisant partie d'elle-même, ou une planète consciente d'elle-même. C'est comme si la planète devenait consciente à travers les êtres humains et que elle avait cet amour inconditionnel tourné vers l'intérieur pour tout ce qu'il contient, tout son écosystème, chaque être humain, chaque fleur, chaque arbre, etc. Okay? Mais c'est une précondition pour pouvoir... Et donc, c'est comme si la conscience enveloppait de plus en plus une partie de plus en plus grande de l'univers en harmonisant les choses progressivement jusqu'à redevenir qui elle est finalement. Ok? Parce que voilà, il n'y a nulle part autre où on peut aller. Alors, autre truc un peu tordu, la somme de tout ce que Dieu n'est pas, la somme de tout ce que Dieu n'est pas, donc le rien et le tout, est égale à ce qu'il est. La somme de tout ce qui n'est pas égal à l'infini est égale à l'infini. Ok? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si toutes les choses, toutes les expériences que l'on va vivre ici à l'infini, etc., si vous les mettez toutes ensemble, c'est l'infini. Ok? Si vous additionnez tous les chiffres qui existent, chaque chiffre individuellement n'est pas égal à l'infini, mais en les assemblant tous ensemble, c'est l'infini. Donc, la somme de tout ce que cette conscience, entre guillemets, n'est pas, est ce qu'elle est. Et donc, nous sommes occupés, si vous voulez, à construire un miroir dans lequel la conscience, l'existence peut se contempler, et la construction elle-même permet à la conscience, l'existence, de se connaître par l'expérience, en harmonisant le positif et le négatif, parce qu'on doit jouer avec ces deux polarités qu'il y a là, tout le temps, en permanence. La dualité, hein, donc voilà. Alors, est-ce que je vais encore aller là? Alors, je vois parce qu'il est presque l'heure. Et bon, il ne vous retenir trop longtemps non plus. Voilà. Alors, on va terminer par ces slides-ci. Chaque interférence crée de nouvelles possibilités pour la conscience, entre guillemets, ou Dieu, qui sont instantanément créées et qui attendent d'être expérimentées via les choix d'êtres comme nous. Et ça, c'est ce que je vous avais expliqué tout à l'heure. Expérience de pensée, le musée de l'infini,
Donc ça c'est encore une fois de vous dire, vous avez un musée, vous avez tous les tableaux possibles de tout ce qui peut être, tous les jeux de lumière que vous pouvez agencer, mais il faut bien quelqu'un pour aller dans ce musée et décider de le visiter dans un certain sens, quoi. Et ça c'est notre expérience qu'on fait actuellement maintenant. Ok ? Donc nous sommes les compositeurs, musiciens et auditeurs de notre propre expérience. Dieu, la conscience, est comme un instrument de musique évolutif, c'est-à-dire que vous ajoutez des notes à chaque fois à ce truc-là qui augmente ses possibilités parce que vous créez ces interférences. Et évidemment, ça demande donc maintenant d'avoir cette espèce de réconciliation avec Dieu, la conscience, l'existence, parce que c'est pas que il est méchant ou gentil ou peu importe, c'est au-delà de ça. C'est juste que ce qui est en train de se dérouler maintenant et cette expérience qu'on est en train de vivre, elle ne peut pas ne pas exister, tout simplement. C'est-à-dire qu'elle finira bien par arriver, quoi. Okay ? Il y aura ce principe de dissociation. Ces consciences dissociées vont essayer de retourner à la conscience, et donc vous aurez cette expérience-ci qui va de toute façon exister d'une manière ou d'une autre. Et donc maintenant, c'est juste de se dire, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, hein, avec tout ça, et donc et où va-t-on, quoi ? Et d'essayer de créer maintenant en conscience. Avant, on créait avec cette espèce de basculement et de jeu de pouvoir et de vrai et de faux, etc. Et maintenant, c'est de se dire, ok, on est dans ce musée de l'infini, finalement, il n'y a rien d'impossible, mais par contre, ce qu'on aimerait bien faire, c'est de visiter, que la visite soit agréable et qu'on le visite en mode chouette, quoi. Et pas en mode, oh mon Dieu, que c'est horrible, quoi. Ok ? Quand vous faites une visite dans un musée, ça doit être agréable, non ? À la base. C'est dommage d'aller visiter des tableaux que vous détestez et d'être là, de râler devant le tableau que vous n'aimez pas en disant oh mon Dieu, le racisme ou je sais pas, le sexisme. Il faut moins de la curiosité. Il faut de la curiosité, il faut de l'ouverture d'esprit. Et voilà, mais donc c'est juste de se dire finalement que. Allez, je vais terminer juste sur une dernière chose. Comme l'attention, c'est la chose la plus précieuse que vous avez, est-ce que vous allez passer des heures à regarder un tableau qui ne vous plaît pas dans un musée ? Ok, mais par contre, en tant qu'humanité, on passe énormément de temps et d'attention à passer de l'attention à regarder des choses qui ne nous plaisent pas dans notre réalité ici. Ok ? Et donc, à partir du moment où, en fait, mais ça c'est dans plein d'ouvrages, c'est expliqué un genre de principe, c'est que quand quelque chose ne vous plaît pas, regardez-le juste assez longtemps que pour regarder au-delà de l'apparence, et puis détournez votre attention complètement. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez vraiment regardé les choses pour ce qu'elles sont, après vous n'avez plus besoin de leur donner leur attention. Et en fait, c'est la démarche que j'ai faite avec ma vision symbolique de la réalité. C'est-à-dire que vous regardez l'élection de Trump, ok, vous la regardez vraiment bien, ce truc, vous dites, ah oui, ok, donc l'humanité a choisi d'être déçue par papa en élisant un papa qui va complètement dilapider l'État et le rendre impuissant. D'accord, ok, je passe à autre chose. Mais si vous donnez de l'attention aux choses, il y a ce principe ésotérique qu'on dit souvent, c'est ce à quoi vous résistez persiste. Ben, ça vient de là. C'est-à-dire que quand vous donnez de l'attention, trop d'attention à quelque chose, vous le nourrissez quelque part, en positif comme en négatif. La façon de faire, c'est plutôt de choisir. C'est, par exemple, quand vous partez en vacances, vous ne faites pas attention aux villes dans lesquelles vous ne voulez pas aller. Vous faites seulement attention à la ville dans laquelle vous voulez aller. Et vous n'essayez pas de détruire les villes que vous n'aimez pas pendant que vous allez dans la ville que vous voulez visiter. Et en fait, si 8 milliards d'êtres humains faisaient seulement le choix le plus élevé pour eux, le monde serait très très vite changé, quoi. Plutôt que de tout le temps essayer d'empêcher les autres à faire des choix, et des trucs comme ça, essayer de contrôler les autres, essayer de vaincre, je sais pas, toutes les mauvaises choses qu'il y a. Quand vous dites élevé, il faut encore voir ce que certains penseront qu'élevé, c'est, je pense à M. Trump. Pour lui, peut-être être quelque chose d'élevé, c'est sa façon de voir. Et donc, il mobilise. Et il est mobilisé aussi lui-même par c'est compliqué quand même. Parce que votre façon de voir élevé, c'est une belle façon de voir élevé. Voilà. Ouais. Et c'est bien. Si tout le monde faisait ça, c'est sûr. Mais c'est aussi de se dire que finalement, avec cette histoire avec le bébé, vous vous souvenez avec le masculin féminin, c'est qu'il y a un attracteur. Et que, quelque part, il faut se mettre dans une optique où ce qui nous arrive est le mieux pour nous faire évoluer vers là où on doit aller. Et on a juste le choix d'embrasser le courant et d'essayer d'aller avec le courant, ou de se débattre dedans et d'être en résistance. C'est un peu ça le message. Au final, mon message, il est assez simple. C'est juste qu'on est en train de faire le voyage du rien vers le tout, quelque part, qu'on retourne vers l'amour inconditionnel, progressivement. Et voilà. Mais après, il y a 1000 façons de l'expliquer. Il y a 1000 façon de le vivre. Et il faut toujours, et ça c'est un peu mon approche, se dire, ok,
dans mon expérience concrète, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que moi, ça va m'aider à vivre au quotidien quand je vais acheter mon pain On n'a pas le temps parce que vous allez très. Enfin, il y a beaucoup c'est très dense. C'est très dense. J'ai mal à justement trouver des exemples très dans la Oui, c'est ça. Moi, ce que j'ai compris, c'est quand même c'est toujours ce dilemme avec les paradoxes que quand il y a des paradoxes, il faut apprendre à vivre avec eux. Oui. Et c'est ce que tout être humain essaie toujours d'aller vers le parfait. Et le parfait change de style, en fait. C'est vraiment les paradoxes. Moi, c'est comme ça que j'ai vu les choses. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre, Les cheveux du baron de Mikos, où il se tire les cheveux lui-même, en fait, pour arriver quelque part. Et c'est le fait de pouvoir vivre avec cet infini et de faire cohabiter les choses. Et pour moi, c'est rassurant, parce qu'on cherche toujours à aboutir à des mondes parfaits, et on ne sait pas trop ce que c'est un monde parfait, finalement. Non, ça, c'est clairement pas du tout l'idée. Hein. En fait, c'est-à-dire que... Ok, je vais terminer par ça, mais ça, c'est super important. C'est qu'il ne faut pas croire qu'on va arriver au paradis. C'est pas le but. Non. Le but, c'est que l'humanité se conduit de façon assez mature pour pouvoir encaisser des déviations de son harmonie pour retourner à l'harmonie. C'est l'expérience du corps. C'est-à-dire que votre corps est une enveloppe harmonieuse qui peut encaisser des chocs du quotidien et qui se réharmonise automatiquement. Okay, je me cogne à une table, je deviens malade comme maintenant. Mon corps se régénère. Okay, l'humanité face à un choc, s'il y a une moitié de l'humanité qui dit c'est la faute d'eux et l'autre l'humanité qui dit on s'en fout, etc., ça ne peut pas fonctionner. Mais c'est de se dire que l'univers a besoin de ces structures-là pour expérimenter de plus en plus de choses. Mais il faut que ces structures-là aient cette capacité à encaisser, à vivre les choses, parce que sinon elles se dissolvent, tout simplement. Okay, et donc, pourquoi est-ce que je fais mon cours? C'est que maintenant, pour moi, est venu le moment où il faut rassembler toutes les idées, tous les concepts, tous les paradigmes qui ont traversé l'humanité, qui font partie de notre psychisme, quelque part d'humanité, et qui sont comme la fondation à travers laquelle, et les outils à travers lesquels nous allons pouvoir traduire des expériences qui se déroulent dans une réalité qu'on ne comprend pas, qui vont être traduites en concepts, en idées et en expériences humaines à notre échelle, qu'il va falloir détricoter et digérer. Okay, et c'est exactement la même chose pour votre corps, c'est-à-dire que votre peau est une barrière qui traduit des expériences qui se déroulent dans une réalité que vos cellules ne comprennent pas, parce que là, elles ne comprennent pas que je suis en train de toucher une table ou quoi, qui se traduisent en expériences biochimiques à l'intérieur pour chaque cellule, mais qu'elles sont capables d'encaisser, de digérer et de revenir à la normale et de donner les bonnes impulsions, de dire Martin, là t'as eu mal, fais pas ça. Martin, voilà, fais plus de sport, t'es fatigué, ok? Mais donc pour l'humanité, c'est comme si... C'est comme si bien ça, à d'autres moments, c'est plus difficile. De saisir ça, oui. Mais c'est-à-dire je fais des sauts souvent entre des concepts très très abstraits et éloignés de notre expérience quotidienne, et puis revenir à en quoi ça nous concerne nous maintenant ici en tant qu'humains, et ce qu'on est en train de vivre, et ce qu'on est en train de... Et c'est vrai que c'est pas évident de jongler avec les deux, il faut toujours avoir les deux en tête, parce que en fait, si on est un organisme qui est voué à évoluer, il faut avoir le tableau absolu, c'est-à-dire, ok, tout est possible, l'existence, la conscience, l'amour inconditionnel, etc. Et dans tout ce qui est possible, après, il faut comme tracer des frontières, des limites que l'on dépasse au fur et à mesure de notre évolution et de notre conscience. Peut-être que ce que je dis, dans 100 ans, ça n'aura aucune valeur parce que l'humanité aura évolué à un point où ce sera dépassé, ou alors ce sera enfantin, ce que je dis. Pour l'instant, comme exemple au cours peut-être, qui sait, mais en tout cas, voilà, c'est comme voilà, des gens il y a 300 ans. De toute façon, il y a quelque chose qui doit bouger dans notre tête, enfin dans les têtes. Mais donc, voilà, c'est juste ça, donc créer cette espèce de... Tout ce qu'on a vécu, que ce soit le monothéisme, la science, etc., ce sont des méthodes pour traduire des expériences qui se déroulent à un niveau supérieur en des expériences humaines à notre échelle. Et nos concepts, nos idées doivent être harmonisés pour qu'on puisse les détricoter, les vivre et en tirer les bonnes leçons pour le collectif. Ok ? Pour que ce collectif puisse avoir une expérience. Le problème, c'est que ça doit être collectif. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, cela dit... Il y a des êtres qui sont déjà tout en haut, mais qui n'arrivent pas à tirer les autres. Oui, mais ça, c'est
tirer les autres, c'est pas non plus. Cela Ben dit, oui, mais je veux dire, le problème, c'est que plus on est, oui. Mais plus cela c'est dit, compliqué. Comme vous tout à disiez. fait, exactement. Mais cela dit, cohérence ne veut pas dire homogénéisation. Oui, c'est intéressant. Ça veut dire que quand vous avez une expérience de l'extérieur, mon estomac ne ressent pas la même chose que mon intestin, que mes poumons, que mes membres, etc. Mais elles ont quand même cette conscience de faire partie d'un tout. Donc ça c'est pas grave. C'est justement pour ça qu'on a toute cette diversité au niveau de l'humanité, c'est parce que ça nous permet de digérer plus de choses, de refléter aussi plus de choses. Ok ? Ben, voilà, on va continuer ça. Mais merci beaucoup et à la semaine prochaine.